Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Havre en Normandie. Le Havre, deuxième port de commerce français qui est en ce dimanche le premier port du monde pour la voile, les sports nautiques et la course au large. Alors on va vivre ensemble un événement incroyable. Vous qui aimez la mer et les marins, c'est le départ tant attendu de cette 13e Transat Jacques Vabre qui relie le Havre à Salvador de Bahia au Brésil. On va en parler au cours de toute cette émission. Et moi, je suis très heureux. Je suis pas un vrai voileux. Je suis un vrai amateur, en revanche, d'être accueilli par Laurent Marville, qui lui est un pro de la voile et du nautisme. On va dire en tout cas que tu connais formidablement bien. Et je te remercie de m'accueillir sur ton littoral. Ton littoral de France 3 Normandie. C'est un plaisir, Vincent. On est très heureux de t'accueillir ici au Havre, sur le bassin Paul-Vatine, qui est un peu vide parce que tous les bateaux de cette course sont sortis ce matin pour rallier la ligne de départ. Et nous ne sommes pas que tous les deux pour vous présenter le départ de cette 13e édition de la Transat Jacques Vabre. Bonjour Charlie Dalin. Bonjour Laurent. Bonjour Charlie. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir. Ben non, c'est un plaisir. Vous êtes skipper. Vous avez terminé 3e de cette course en 2015. C'était aux côtés d'Yann Eliès sur un bateau qui s'appelle Groupe Keguiner. Et puis surtout, vous êtes du Havre. Vous êtes marin du Havre. Donc le plan d'eau ici, vous le connaissez plus que par cœur. Tout petit déjà, vous avez usé vos fonds de ciré ici en baie de Seine. Oui, je connais très bien. Aujourd'hui, on est typiquement dans les conditions classiques, c'est-à-dire d'une mer très courte, un gros clapot. Voilà, ça secoue beaucoup dehors. Oui, je crois que vos petits camarades, ils vont pas s'amuser dès le départ. Ah ben c'est tant mieux pour le spectacle. Oui, complètement. C'est dur pour les marins, mais pour les spectateurs, croyez-moi, c'est génial. On préfère ça aux conditions d'il y a 2 ans où c'était beaucoup plus cool. Il y avait une grosse pétole, on va dire. Il y avait un beau soleil, mais il n'y avait pas de vent. Donc ça n'avançait pas beaucoup. Et puis sur l'eau, nous avons 2 camarades sur l'eau, dont Gaël Robic, qui lui sera avec les gros bateaux. La flotte est divisée en 4 catégories. Et Gaël Robic, c'est le spécialiste pour tout le sport de la voile. Exactement. C'est notre technicien absolu alors. Alors je sais pas s'il est avec les gros ultimes parce que ça file quand même et c'est vrai que les conditions de mer sont pas terribles. Ou s'il est avec en gros on va dire les bateaux du Vendée Globe quoi, les monocoques du Vendée Globe. Gaël, ça va sur l'eau? Salut Gaël. Écoutez messieurs, je vous envie un peu pour tout vous dire. Je vous jalouse un petit peu parce que ici c'est plus de la haute montagne que de la haute mer. On a plutôt tendance à escalader les vagues. On a des creux de 2 à 3 mètres. Croyez-moi, les conditions de travail sont un peu délicates, mais on va essayer de s'accrocher pour vous faire vivre ce départ et le départ qui s'annonce particulièrement viril pour les 37 duos sur la ligne de cette Transat Jacques Vabre. Ouais, départ dans moins de 3 minutes maintenant, 2 minutes 30. Et puis on a également Jean-Baptiste Patier. Qui est peut-être dans le creux de la vague du coup. Ouais, Jean-Baptiste qu'on devrait retrouver tout à l'heure, qu'on n'a pas à l'antenne pour l'instant. Lui, il est avec la flotte des plus petits bateaux, les bateaux de 40 pieds, 12 mètres à peu près, les monocoques. Les conditions étant ce qu'elles sont, on l'a pas pour l'instant. On espère le retrouver tout à l'heure. Le pauvre Jean-Baptiste, qu'on le perd pas, quoi. Alors Laurent, je crois que tous ceux qui nous regardent ont déjà entendu l'expression la mer tape dur. Et je crois que ça s'applique tout à fait bien à ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, la météo qui est un élément essentiel d'une course comme celle-là, de cet événement. On va en reparler au cours de l'émission, de cette météo très changeante ici et tout au long de la course, Charlie. On peut dire que les conditions météo, on a un petit patchwork de tout ce qui peut se faire. Oui, effectivement, là, il commence dans le dur du sujet. Il va avoir jusqu'à presque 50 km/h dans la Manche. Et après, il va y avoir un petit peu moins de vent à la Pointe Bretagne. Et on travaille ce qu'on appelle une dorsale. Et on va voir ça par la suite au milieu de notre dispositif incroyable. Et je voulais vous dire que France 3 a mis à notre disposition, sous la baguette de notre réalisateur Anthony Forestier, 15 caméras, pas moins de 15 caméras, 4 caméras embarquées. Vous l'avez vu sur des bateaux et ça c'est inouï. Vous verrez les vues que l'on a, les images, vous verrez pendant toute cette émission. Et surtout, Laurent, 2 hélicoptères, on en dit un mot, ça c'est incroyable. Bah oui, les hélicoptères bien sûr parce qu'il y a une belle image vaut mieux qu'un long discours et ça prend de la hauteur. On voit tout de suite beaucoup mieux le plan d'eau et c'est beaucoup plus simple pour comprendre la course pour tout le monde. Les gens qui s'y connaissent comme les gens qui juste aiment bien l'aventure de la voile, quoi. Oui, vous êtes nombreux à aimer la mer et pas beaucoup de spécialistes. Vous allez vous régaler avec nous. Voilà, avec ces images et tout le commentaire évidemment de Charlie et de Laurent et de nos camarades sur l'eau qui vont vous expliquer tout au pied de la lettre. Mes amis, le départ approche. Je crois qu'on est maintenant à quelques secondes. Oui, on est à, si la pendule est juste, on est à 15 secondes du départ. 15 secondes, je peux vous dire que la tension est à son maximum. On va lâcher les chiens, quoi. Ouais, c'est ça. Donc les bateaux sont déjà en train d'accélérer. Parce qu'il faut prendre, ça met un peu de temps pour prendre de la vitesse. Donc là, ils sont... Attention, 10 secondes. Voilà. 4, 3, 2, 1. Top départ. Nous, on entend au loin la corne. Bon départ.
Et c'est parti. Et voilà, il s'élance. Alors, c'est comme les stèles sur un hippodrome. Hein. On ouvre, ils se débrouillent. Comment est-ce qu'on peut dire? En fait, ils prennent de la vitesse pour passer au plus près de la ligne. Ouais, donc pour faire simple, en fait, il y a une ligne imaginaire entre donc le bateau de la Marine nationale et une bouée orange. Et en fait, cette ligne est ouverte virtuellement donc à 13h35. Et à partir de là, ils ont droit de franchir cette ligne virtuelle. Donc il faut déjà avoir de l'élan, hein, Laurent. Bien sûr, il faut prendre de l'élan avant pour pas se retrouver scotché sur la ligne et voir tous les petits camarades vous passer devant le nez. Parce que certes, c'est une course qui va durer, on va dire, pour les gros ultimes, un peu plus d'une semaine. Pour les classes 40, les plus petits, 15-18 jours. Hein. Je me trompe pas beaucoup, Charlie, c'est à peu près ça. Presque une vingtaine, ouais. Mais on peut se dire que si vous êtes déjà largué dans la Manche et si vous êtes déjà derrière les autres, vous avez pris un mauvais départ et vous avez déjà un gros handicap parce que déjà, il faut remonter sur les autres qui, eux, évidemment, vous attendent pas. Hein. Et qui ferment la route. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on a la chance d'avoir, je crois, au téléphone, un des skippers de cette course sur les classes 40, hein, sur ces petits bateaux rapides. Et c'est Maxime Sorel, je crois, qui est avec nous, Laurent. Oui, Maxime, qui est sur le bateau VB. Comment ça se passe ce départ, Maxime? Bonjour à tous. Là, on est parti comité. On est un peu englué dans les fumes des IMOCA là. Mais ça se passe pas trop mal. Le vent est un peu maudit là dans les derniers quarts d'heure. Donc on est passé sous Solent, on était sous Trinquette. Ouais, c'est des monts de voile, tout ça, ça parle peut-être pas beaucoup aux gens, mais t'as augmenté un peu la surface de voile, on va dire. Quoi. C'est ça, effectivement, ouais. On a augmenté la surface de voile de devant. On a toujours un riz, donc on a baissé un petit peu la grand voile. Là, effectivement, c'est un peu dur. Là, il y a tous les IMOCA qui nous passent, ils sont au vent de nous et ils nous empêchent de casser du vent, quoi. Ça tape un peu, hein. On voit bien quand même que la mer est un peu hachée, hein, quand même. Ouais, effectivement. Je sais pas si vous nous voyez sur la caméra. Ah si, absolument. Ok. Et mais bon, on essaye de faire au mieux sur la ligne. Là. Bah oui, comme d'habitude. On vous fait confiance, Maxime. Tout à fait. J'espère que tout va bien à terre en tout cas. Oui, ça va. Nous, on est tranquille, bien assis. Vous inquiétez pas. Merci. Nous, on a sorti toutes les voiles, nous. Merci à Maxime, merci à Antoine. On ira voir. On a des bateaux en fait sur chaque classe de bateaux. Hein, donc on ira les voir au cours de l'émission. Je crois qu'il y a notre camarade Jean-Baptiste Patier qui est sur sa vedette, qu'on va retrouver immédiatement. On l'a retrouvé. Il était au creux de la vague, mais ça y est, il est à nouveau. Il surfe sur la vague. Jean-Baptiste. Est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour Vincent. Bonjour, je suis avec vous. Bonjour Vincent, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous l'avez dit, il faut régler la technique sur cette mer avec des creux assez importants, beaucoup de sensations. Nous allons suivre durant toute cette émission des classes 40. Côté sportif, certes, peut-être les bateaux les plus petits, mais attention, il y a 15 équipages engagés, des belles histoires d'hommes et des beaux duos sportifs. À tout à l'heure pour vivre en direct cette Transat Jacques Barbe 2017. Oui, parce que c'est une course, mais c'est aussi une aventure humaine extraordinaire, hein, la Transat. Et c'est ce qu'on va mettre en avant pendant toute cette émission, bien entendu, avec le dispositif qui vous est servi, mesdames et messieurs. Alors, on le disait tout à l'heure, mon cher Laurent, ils vont penser en nous regardant, ils sont un peu seuls là, au milieu de tout ce dispositif extrêmement mouvant, nos camarades sur le plateau. Il faut dire que ça n'est que depuis quelques heures hein, que cet endroit du Havre s'est vidé complètement. Oui, alors c'est toujours une atmosphère, on l'évoquait avec Charlie il y a quelques minutes, c'est toujours une atmosphère un peu bizarre les départs de course. Parce que maintenant, il y a un village qui fait vivre la ville Bien sûr. Une bonne semaine, voire 10 jours avant le départ. Donc, il y a des animations, il y a le public qui vient voir les bateaux. Et puis, en 2 heures, hein, ça y est, c'est terminé, ça se vide. C'est un peu comme le lancement d'un bateau. Hein. Et nous qui étions là hier soir, à l'acmé, je vais dire, de cette fête, c'était pas du tout la même ambiance. Hein. Ouais. Si on se reporte 12 heures en arrière, voilà, c'est incroyable. C'était hier, sur le bord de ce bassin, évidemment, avec l'alignement de toutes ces bêtes de course que sont ces magnifiques bateaux. Et il y a une connivence avec le public. C'est-à-dire que le public approche. Elle est magnifique. Là, on voit de nuit ce coup de drone là, on remonte toute la flotte des bateaux qui étaient amarrés avec le public. C'était génial. Et le feu d'artifice. Feu d'artifice, hein, qui venait, en fait, récompenser, je veux dire, tout le village de son assiduité, de sa ferveur, de son enthousiasme, et aussi clore les fêtes du 500e anniversaire de la ville du Havre. Hein, tout à fait, parce que c'est votre ville, Charlie, et c'est François Ier qui en 1517 a fondé le port. Exactement. La ville a 500 ans cette année. Il y a eu des belles festivités tout l'été, toute l'année. Et voilà, c'était vraiment sympa à suivre. Ouais.
Et le feu d'artifice, c'était effectivement le. Et j'ai même entendu dire qu'il y a eu un bouquet final un peu particulier. Hein Oui, alors il y a eu d'un seul coup, hier vers 18h30, 19h, une grosse agitation sur les quais. Pourquoi ? Eh bien pour ce couple. Voilà, grosse surprise. Le président Emmanuel Macron, Brigitte Macron et la première dame qui sont venus comme ça sur le village. Bon, on rappelle quand même que Le Havre est la ville du Premier ministre, Édouard Philippe, donc c'est peut-être pas innocent non plus. Ah non, justement, comme Édouard Philippe était parti aux Caraïbes pour. Il a inauguré le village. Voilà, il a inauguré le village. Il a dû demander au président de le représenter. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce qu'il a fait très dignement, il faut le dire. Mais c'est vrai que Le Havre a été mis en avant toute l'année. C'est une sacrée année pour la Porte Océane quand même, Charlie. C'est une belle ville, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a dossier sur l'architecture quand même. d'Auguste Perret, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. Donc on n'est pas indifférent en tout cas. Bien, j'aimerais que voyez, on a des images de la course absolument merveilleuses. C'est une vraie régate le début, hein, Charlie. Oui, alors c'est un moment qui est, il y a beaucoup de tension quand on part, parce qu'il y a, comme vous voyez sur les images, la flotte est très dense. Il y a beaucoup de bateaux spectateurs. Il peut y avoir des risques de collision. Il y a aussi énormément de choses à faire une fois que les bateaux sont sortis du port. Il y a une checklist un peu comme en aviation. On va essayer de manger un petit peu avant le départ, mettre à jour la météo, parce que la météo évolue en permanence. Il y a vérifier que tous les systèmes marchent, que le pilote marche, que le système de communication fonctionne. Et donc ça prend du temps et de l'énergie. Alors évidemment, dès qu'on parle de la course, on parle météo. Oui. Puisqu'on n'oublie pas que c'est de la marine à voile, donc il faut beaucoup de vent pour pousser ces grands navires de course. La météo, c'est un élément très important qui évidemment est suivi de très près par tous les skippers qui partent et tout au long de la course. On va écouter ce qu'en dit Quito de Pavan. Oui. Le marin méditerranéen qui part sur Bastidottio avec Yannick Bestaven, qui a une petite analyse de la météo. Ouais. Quito part pas. Quito est pas parti. Enfin, il est parti, mais là, il est resté. Il y a un passage de bouée devant Étretat. Ensuite, il y a un virement de bord. Il y a un changement de voile entre Étretat et le Cotentin. Ensuite, il va y avoir une série de changements de voile parce que le vent va commencer par mollir. Et puis après, de nouveau des changements de voile assez radicaux parce qu'une fois qu'on aura passé, qu'on sera dégagé finalement de Ouessant, on va rentrer dans une phase où on va prendre un passage de front avec du vent qui va monter à 40 nœuds. Donc les choses sérieuses qui vont commencer à ce moment-là. Alors, Quito de Pavan, il est sur un IMOCA, c'est-à-dire ces grands monocoques, ces grands et beaux monocoques monotypes. Ça veut dire en fait qu'ils sont tous les mêmes, ces bateaux ? Non, c'est pas des monotypes justement. En IMOCA, ce sont des protos, ce sont des prototypes, ils sont tous différents. Ah, c'est prototypes, d'accord. Ils ont la même longueur. Ils ont la même longueur, 18 mètres 28, 60 pieds. C'est les bateaux du Vendée Globe, on va dire quoi. C'est ceux qui ont fait le Vendée Globe. D'ailleurs, pratiquement c'est la flotte du Vendée Globe là qui est là. Revenons à la météo, Laurent. Oui. La météo, comme le dit Quito, dès le début, c'est chaud. On l'a vu, les conditions météo sont difficiles ici. D'ailleurs, vous verrez, on a une caméra, je vous en reparlerai dans un instant, du côté de Sainte-Adresse, qui filme la mer et les bateaux qui passent. Le danger est au coin de la rue. C'est ça, en fait, on se dit, oui, au large, mais tout de suite. En fait, la course, elle est jamais écrite à l'avance, c'est différent et ça évolue en plus. C'est un environnement qui change tout le temps. D'où l'importance effectivement des fichiers météo, d'où l'importance dans certaines courses des routeurs, des gars qui sont à terre, qui sont des spécialistes météo, qui font de la modélisation sur les ordinateurs et qui aident les marins en leur donnant des indications en fait sur le temps qu'ils vont avoir dans la zone où ils sont. On a d'ailleurs des routeurs pour les multicoques. Les multicoques ont droit au routage. C'est quoi le routeur ? C'est celui qui trace la route. En fait, c'est quelqu'un qui est qui est à terre. Qui va suivre en fait la météo, qui va faire la météo pour le skipper pour des raisons de sécurité. D'accord. Et par contre les monocoques, eux, n'ont pas le droit. Ils font tout, les classes 40 et les IMOCA, ils font leur route eux-mêmes. Ils font tout seuls. Ils récupèrent leurs fichiers météo, ils décident de leur trajectoire. Mais maintenant, les marins, Charlie en a un bon exemple parce qu'il a à peine 30 ans, il fait partie de cette nouvelle génération de marins qui sont à la fois ingénieurs, plombiers et geeks parce que mais l'électronique à bord, c'est un vrai dossier quoi. Et quand ça marche pas, c'est un vrai handicap maintenant quoi. Et il y a un tour du monde là qui va partir dans quelques mois avec des bateaux très vintage, au sextant, enfin sans électronique, sans rien, sans radio, sans truc. Les mecs, moi je les envie pas parce que c'est vraiment à l'ancienne quoi. Et comme faisaient les marins avant quoi. Mais c'est vrai que l'électronique à bord maintenant c'est un vrai dossier. Alors pour vous qui, comme moi, n'êtes pas des spécialistes, vous vous dites le danger, il est au milieu de l'océan, quand on est loin de tout. Pas du tout. Dès le départ, il y a ce fameux
trafic des cargos dans la Manche avec le rat blanchard, qui fait que c'est dangereux dès le départ. On va écouter ce qu'en dit Jean-Luc Nélias, qui est le coéquipier de Thomas Coville. Il y a la pêche à la coquille en baie de Seine, il y a une bataille des pêcheurs anglais et français du côté des Casquets, il y a le trafic cargo, voilà, donc on fait ça, la moitié de la Manche on va la faire de nuit, et les coefficients de marée c'est des grandes marées, donc c'est bien pour la pêche à la crevette, mais pour la navigation ça complique un petit peu, ça lève de la mer pas facile, donc du côté du rat blanchard, donc on a beaucoup de paramètres. Le truc qui est avec nous c'est qu'on va sans doute faire ça sur un seul bord, donc très rapidement, et puis avec quasiment la pleine lune, donc ça c'est pas mal. Attention, Jean-Luc, on le voyait, on voyait son bateau d'ailleurs à l'antenne en même temps qu'il parlait, le Sodebo, absolument. le gros Sodebo. Qui vont très vite là, Ouais. parce que le vent est de travers, c'est-à-dire qu'ils le prennent par le côté. C'est une allure, on peut dire à peu près à quelle Je pense que vitesse ils évoluent. Charlie peut savoir la vitesse. Ils sont pas encore très rapides là, parce que le vent est assez nord-ouest, et en fait ils vont accélérer à partir d'Antifer. Là, pour information, Sodebo navigue à 18 nœuds environ. Là. 18 nœuds. Ouais, ça fait 35 km/h. Entre 35 et 40 km/h. Ouais, à peu près un petit peu moins du double de 18, autour de 35. Et là, on voit celui que j'appelle le bateau des aviateurs à l'antenne. C'est-à-dire le bateau qui doit voler, le nouveau Gitana, Edmond de l'écurie d'Edmond Rothschild, avec Sébastien Josse et Thomas Rouxel, qui est un bateau qui est magnifique, quoi, qui est vraiment très beau, la déco est belle, et la finition des détails à l'intérieur du bateau, enfin on sent des trucs à l'intérieur que les gars ils ont pensé leur dossier, et ils vont essayer de le faire voler. Charlie, tu as une très belle image pour évoquer ce qui reste comme surface une fois que le bateau est en sustentation sur ses foils, ses fameuses moustaches, ce qui reste dans l'eau. Il reste la surface d'une table de ping-pong. Voilà, c'est assez incroyable. Un bateau de 15 tonnes qui vole sur une aile de la taille d'une table de ping-pong. Messieurs, on va en reparler dans une seconde de ces différentes classes pour qu'on comprenne bien effectivement que c'est comme les 24 heures du Mans, il y a des prototypes et il y a aussi des voitures de tourisme. Regardez cette image incroyable là, que l'on découvre en ce moment même. Alors ce sont ces bateaux qui sont en train de voguer vers Étretat. Et d'ailleurs, nous avons dans le dispositif une caméra longue focale. Pour faire simple, c'est comme si on avait une longue vue au bout d'une caméra qui permet de voir de très loin. Une très longue vue qui permet de voir de très loin ces grands bateaux approcher. Ils vont virer très en avance, évidemment, cette catégorie, ces ultimes, puisque ce sont les plus rapides et qu'ils sont déjà en train, comme on dit communément, de se tirer la bourre. Parce que c'est là aussi que ça se joue. Il faut donner une impulsion dès le départ, asseoir sa suprématie. Ouais, il y a un côté mental, il y a un côté aussi souvent en course, 9 fois sur 10, dans le jargon on dit que ça part par devant. Les plus riches deviennent plus riches. D'accord. Et voilà, 9 fois sur 10, ça se passe comme ça, et ça risque encore de se passer ainsi sur cette transat. Tout ce qu'on peut gagner est engrangé, quoi. En fait, on passe avant les autres dans le nouveau système, et qu'on réaccélère avant les autres, et on fait que engranger de l'avance. Alors, sur ce plan d'eau incroyable entre Le Havre et Étretat, puisque après ils vont virer au large, on peut dire, il y a Jean-Baptiste Patier qui est sur sa vedette, un petit peu secoué lui aussi, notre Jean-Baptiste. Ça va Jean-Baptiste? Ah mais je peux vous assurer, ça va très bien, parce que c'est vrai que c'est des conditions, ça bouge, on prend des paquets de mer, mais c'est absolument fantastique, magnifique, et beaucoup de sensations. Nous sommes au cœur des classes 40 et je vois au loin là-bas un des favoris, le Carac d'Alexis Loison et Louis Duc qui part pleine balle vers Étretat. C'est absolument incroyable de voir cette vitesse pour ce départ du Carac. Un bateau très intéressant, le Carac, parce qu'on parlait d'innovation technologique tout à l'heure, et c'est ça les classes 40, c'est aussi de se faire plaisir au niveau technologique. Alors qu'est-ce qu'ils ont travaillé? Eh bien ils ont travaillé l'aérodynamisme et l'hydrodynamisme. Alors ils ont à l'avant de leur bateau un élément beaucoup plus large pour donner plus de puissance au bateau. Il y a une seule barre de flèche au niveau du mât. Eh bien tout ça fait que le bateau normalement devrait aller donc plus vite. Et cela montre bien comment les ingénieurs travaillent aussi sur ces bateaux qui sont pour des amateurs et aussi pour des professionnels. Cette classe très ouverte où le sport, les histoires humaines et les innovations technologiques sont toutes ensemble sur la mer, et c'est ce qu'on vit en ce moment. Et merci de nous le faire vivre, Jean-Baptiste, sur le terrain là. Et là, on sait de quoi on parle. Mais tu sais Vincent, cette classe 40, elle a vraiment été conçue au départ pour essayer de sortir un peu de l'inflation budgétaire qui touche la voile. On parlera de gros sous tout à l'heure. Il faut savoir que le bateau de Rothschild, c'est 12 millions quand même. Et 2 millions d'exploitation par an. Donc, donc ça fait quand même que 2 millions d'exploitation juste de le tenir en service. Le bateau, le Gitana 17,
en budget pur, ils représentent plus que l'ensemble de la flotte des classes 40 qui est au départ aujourd'hui. Ah, c'est incroyable. Ouais. Donc on est dans des budgets énormes. Et les classes 40, ils ont justement été conçus pour ça. Un peu pour les amateurs experts. Voilà, des amateurs éclairés, des gars qui ont envie de naviguer avec des beaux bateaux, hein, qui sont un peu plus petits que les bateaux du Vendée Globe, mais qui sont quand même des plateformes super intéressantes pour naviguer et faire de la course au large, Charlie. Ouais, c'est sûr qu'un classe 40 par rapport à un ultime comme Edmond de Rothschild, on a l'impression qu'il va vraiment pas vite, mais à côté d'un voilier classique, on va dire, Voilier de plaisance. ça va très 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 vite quand même, quoi. Oui, alors moi je faisais l'analogie avec les 24 heures du Mans, c'est ça. En fait, il y a des prototypes qui sont des voitures extrêmement chères et des grands tourismes qui sont en fait des voitures de tourisme transformées. Ouais. On peut faire le parallèle entre ces courses, hein, entre l'automobile et le bateau. Ah, ça reste que des bateaux de régate pure, hein. Les bateaux qui sont présents ici, qui sont vraiment dessinés, conçus, construits pour la régate. Les mecs, c'est quand même pas le Ritz, hein, non plus, hein, ni le George V, hein, donc c'est pas fait pour ça, quoi. C'est clair, c'est fait pour aller vite, le plus vite possible, et il n'y a pas de confort, quoi. Alors pour vous expliquer un petit peu justement les catégories, on va détailler ensemble, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent évidemment, c'est basique, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. Il y a 4 catégories, hein, et on commence par la catégorie reine, j'ai envie de dire, de ces prototypes incroyables dont on parlait à l'instant, Gitana, Sodebo, Prince de Bretagne. Ce sont la catégorie ultime. Voilà. Hein, Multicoques, les plus gros de la flotte, avec une grande course qui s'annonce pour eux, un tour du monde des ultimes en 2019. Voilà, hein, qui c'est ça, partira de Charlie. Brest fin Qui partira de 2019. Brest. Voilà, donc ça sera un tour du monde. Il faut qu'il soit 6 au moins pour que la course ait lieu. Il y en a 4 ou 5 déjà qui sont dans le coup, donc il en manque plus qu'un ou deux et la course aura lieu. Et ça sera un spectacle magnifique, quoi. Alors Vraiment. le bateau de Thomas Coville, c'est celui avec lequel il a fait le tour du monde. Ouais. Hein, c'est ça, oui, hein, c'est avec le- lequel il a battu le record. En solitaire, hein, en solitaire, tout Comme seul. vous verriez l'engin. Et le tour En du monde, solitaire. ça sera un tour du monde en solitaire. Les gars seront tout seuls. C'est-à-dire que si c'est encore Sébastien Josse qui est chez Gitana, c'est lui qui volera avec son truc sur la surface d'une table de ping-pong. Il sera tout seul à bord. Quand on se souvient des images de Thomas à l'arrivée de son tour du monde, la tête qu'il a, il a tout donné, quoi. Il est épuisé, il est à fond de balle depuis 40 jours. Ouais, c'est vraiment un épuisement physique, un épuisement mental, parce que ces bateaux qui vont très très vite, ça fait un bruit incroyable. Ah oui, il y a beaucoup de bruit à l'intérieur de Énormément. l'habitacle. Par exemple, sur Gitana, ils ont des casques anti-bruit. En permanence. De réduction de bruit là pour dès qu'ils sont à l'intérieur, parce que le bruit est infernal. Ah oui, le frottement de l'eau sur la coque en fait. Ouais, le sifflement, Et le vent, sifflement des appendices dans l'eau, le bateau qui tape dans l'eau, sur l'eau, c'est on est obligé de se crier et se parler vraiment très très proche. Même sur les bateaux du Vendée Globe, avec Yann il y a 2 ans, dans la tempête, on était obligé de s'approcher à 50 cm et de crier pour pouvoir se comprendre. Et on se déplaçait aussi à 4 pattes. C'est complètement fou, surtout quand on voit les engins, qu'on est à quai à côté, on se sent tout petit. Alors il y en a un qui doit se sentir un petit peu petit aussi, c'est notre camarade Gaël Robic qui est... il n'est pas à l'avant de la course, mais il n'y a pas de liaison avec Gaël pour l'instant. Alors ça, ce dont vous parlez, ce sont les ultimes, hein, la catégorie reine. C'est ce qu'on Ça, c'est un multi 50 ça. Justement, Charlie, est-ce que sur une grande surface comme ça, de flottaison, est-ce que ça bouge moins que dans un petit bateau quand il y a la mer est clapoteuse comme ça, quand il y a des vagues courtes? Ah, c'est pas les mêmes mouvements hein, entre un monocoque et un multicoque. Là, c'est des bateaux où en fait on va sentir la structure bouger. En fait, le bateau va ralentir dans la vague et la coque la coque au vent va continuer à avancer et va après repartir en arrière. Ça fait des vibrations. Ça avance un peu en fait, c'est des bateaux qui sont très très raides, mais du coup il y a forcément des mouvements dans la structure et voilà, c'est quand les bateaux sont au près comme ça comme ils sont maintenant, c'est au près, vraiment, c'est que le vent est pas de face mais pas loin. Ouais, quoi, pas hein. loin, voilà. Donc c'est très compliqué d'avancer. Voilà, Quoi. c'est ça. Regardez, il y en a un qui avance bien, c'est notre camarade Gaël à l'avant de la course. Gaël, est-ce que tu nous reçois?
Je vous reçois parfaitement, messieurs. Devant, eh bien, Thomas Coville et Jean-Luc Nélias sont déjà loin devant. C'est eux qui ont pris le meilleur départ de cette 13e édition de la Transat, suivi par Lionel Lemonchois et Bernard Stamm, 2 des 3 ultimes au départ. Quant au 3e ultime, eh bien, celui de Sébastien Josse, ils ont pris un départ très très prudent à bord du Gitana 17 avec Thomas Rouxel. Et nous, de notre part, eh bien, de notre côté, nous sommes du côté des multi 50. Je ne sais pas si vous le voyez, bord à bord avec le dernier né de la flotte. Le Ciela Village, absolument magnifique, sorti des ateliers CDK de Port-la-Forêt, avec Thierry Bouchard au commandement. Thierry Bouchard qui est l'un des archétypes des skippers amateurs, lui qui dirige une chaîne d'hôtellerie en général et qui là eh bien, a pris un mois de congé sans solde pour rallier le Brésil. Le multi 50, c'est quelle taille, Gaël? Eh bien, multi 50, 50 pour 50 pieds, ça fait à peu près dans les 15 mètres 25. Oui, parce que vu d'ici, ça paraît petit, mais c'est un très très beau trimaran. Hein. C'est une magnifique bête de course. Hein. C'est un petit trimaran, mais oui, c'est une vraie bête de course, puisque surtout depuis cette année, eh bien, cette catégorie est entrée, j'allais dire, dans l'ère moderne, puisque eux aussi sont équipés de ces fameux foils. En fait, Gaël, ce que tu nous dis, c'est que même en vedette, toi, t'as pas pu suivre les ultimes devant. C'est-à-dire que Sodebo et Prince de Bretagne sont déjà partis et vous ont lâché, en fait. Ah oui, absolument. Impossible de suivre les ultimes. Sur une vedette. Relativement vite. Et la mer est tellement délicate pour nous qu'on essaye de s'accrocher et de suivre le reste de la flotte. Après, c'est quand même une surprise. Enfin, une surprise. De voir Sodebo devant, pas du tout. De voir Prince de Bretagne, qui est un bateau plus ancien, juste derrière, devant le Gitana, qui est tout neuf. Ça, c'est plus surprenant, mais on fait confiance à l'équipage de Prince de Bretagne. On sait qu'ils iront doucement. Lionel Lemonchois et Bernard Stamm, les deux quinquas, là, les deux mecs pleins d'expérience, ils vont essayer quand même de tirer leur épingle du jeu. On peut leur faire confiance, hein, Charlie. Oui, c'est sûr. Après, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, le départ, c'est vraiment un moment important et ça peut arriver de partir un petit peu en arrière. Donc voilà, on se retrouve un peu gêné d'éventer, comme on dit, par les autres bateaux. Donc il faut essayer de... On choisit moins sa trajectoire, quoi. Il faut un peu slalomer, éviter les dévents pour retrouver du vent clair et réaccélérer. La star de cette année, vous l'avez compris, on en parle beaucoup, c'est ce fameux Gitana dont on parlait à l'instant, qui est parti très prudemment. Écoutez un peu ce que nous dit notre ami Rouxel, qui est le coéquipier de Sébastien Josse sur le bateau. On a un peu de pression d'être au départ de course comme ça, quel que soit le bateau. Mais là, encore plus, c'est vrai, parce que c'est un bateau qui fait beaucoup parler. Et du coup, on est assez attendu. Donc, on va essayer de répondre aux attentes. Ce qu'il y a de plus excitant sur ce bateau-là, c'est la vitesse. On est facilement à 40 nœuds, donc c'est quand même des vitesses qu'on n'a pas l'habitude d'atteindre en bateau à voile généralement. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. 40 nœuds. On va traduire en km/h quand même. Hein. Ça fait en gros 75 km/h sur un bateau à voile. C'est très 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 rapide sur l'eau. C'est juste incroyable, quoi. Et là, on a à l'image le bateau. Alors c'est un bateau de 60 pieds, un monocoque, donc 18 mètres, ancienne génération, le SMA de Paul Meillat et Guéno Gainet. Regardez quand même comment ça brasse bien là. Hein. Oui, ça brasse, oui. Ouais, belle machine à laver là. Alors eux, ils n'ont pas les fameux, on en reparlera tout à l'heure plus complètement, ils n'ont pas les fameuses moustaches qu'ont tous les autres, là, oui. Les foils. Mais ils ont un peu changé le bateau cet été en chantier. Ils ont déplacé les systèmes de ballast à l'intérieur, donc ces poches qui répartissent les poids dans le bateau. Des réserves d'eau. Et ils sont super optimistes. Il faut faire une navigation vraiment très, très pointue, mais ils disent qu'ils ont une petite carte à jouer vis-à-vis des nouvelles générations de bateaux. Et on peut leur faire confiance parce qu'ils ont un sens marin très, très affûté. Ils disent qu'ils ont une petite chance. Ils ont une chance. Ouais. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, on va parler de cette classe IMOCA, ce module IMOCA. Regardez, on regarde tout de suite quelques images pour vous expliquer de quoi il s'agit. 13 duos s'élanceront sur les IMOCA, les bateaux du Vendée Globe. Des voiliers de 18,28 mètres, ce sont les monocoques les plus rapides de la course au large. Et ces voiliers sont aussi de véritables laboratoires d'innovation. Depuis quelques années, les dérives classiques ont été remplacées par des foils, des appendices en forme d'aileron qui permettent de soulever la coque et de gagner ainsi de la vitesse. Alors Laurent, tu parlais à l'instant de quelque chose assez essentiel,
le progrès pour l'IMOCA, pour ces monocoques, ça a été l'apparition de ces foils, de ces ailerons en quelque sorte. Ces bateaux-là, ça a toujours été des labos en fait, où les dernières inventions, elles sont rodées quoi. En fait, c'est ça, Charlie. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, la première fois qu'on a vu les foils des IMOCA à foils traverser l'Atlantique, c'était sur la Transat Jacques Vabre 2015, la dernière Transat Jacques Vabre. Alors, avant de développer, on va regarder là encore un petit sujet, une petite pastille pour vous expliquer de quoi il s'agit réellement les foils. C'est la principale attraction pour les férus de technologie et d'architecture navale, les foils. Des moustaches placées sous la coque qui permettent aux voiliers de voler sur l'eau. Le rôle du foil est de soulager la coque, la faire déjauger, se lever légèrement pour réduire la traînée, mais surtout de diminuer la gîte. Le bateau pourra alors porter plus de voiles et gagner en vitesse. Mais pas dans toutes les conditions, sous certaines allures seulement. D'abord réservés aux multicoques, les foils sont apparus sur les monocoques il y a 2 ans seulement et ils ont déjà fait leurs preuves sur la course mythique du Vendée Globe. Bah oui, parce que les premiers du Vendée Globe, c'était tous des bateaux à foils cette année. Oui, donc c'est vraiment véritablement une aile sous-marine qui, comme c'était dit dans le petit reportage, qui aide à soulever le bateau. Et aussi, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais ça, en fait, sur les IMOCA, en fait, ça permet de décaler, en fait, de rendre les bateaux plus puissants, quoi. Parce que le foil est un petit peu sous vent, du coup le bateau est un peu plus dur à faire pencher par le vent. Et du coup, ça permet d'aller encore plus vite. Oui, si on peut faire simple pour ceux qui ne sont pas des techniciens de la voile, on va dire que c'est comme si on permettait de mettre un bras dehors qui s'appuie sur l'eau. En quelque sorte, qui évite la gîte, qui évite de trop se pencher. C'est ça. Par contre, pour que ça fonctionne, comme un avion au décollage, il faut atteindre une certaine vitesse pour que le foil puisse sortir. Produire à cette force. Laurent, cette technologie qui est apparue sur des monocoques, elle est maintenant développée sur des multicoques. Sur quasiment toutes les classes de bateaux sont équipées de foils maintenant. Ceux qui n'ont pas de foils cherchent désespérément à en installer ou à faire des bateaux tout neufs pour avoir des foils, parce que oui, ça va plus vite. Pas à toutes les allures, mais le gain qu'on peut avoir avec ces foils, il est forcément important et il permet de gagner des courses. Donc tout le monde veut des foils maintenant, à tel point que sur la solitaire du Figaro, qui est une course très connue, en 2019, la 3e version du Figaro aura des foils pour des bateaux qui sont quand même plus petits. Ouais, le nouveau Figaro Veneto 3 est équipé déjà de foils, qui est un prototype qui navigue déjà. Alors, notre Gitana, notre star des multicoques, elle aussi, elle a des foils, et c'est Sébastien Josse, son skipper, qui en parle le mieux. On voit qu'il y a de plus en plus de supports équipés de foils. Et là, l'audace et l'innovation de nos armateurs, Ariane et Benjamin de Rothschild, c'est de nous avoir accompagnés dans cette idée un peu... C'est pas une idée folle, mais en tout cas, on est les pionniers à l'avoir mis en œuvre. Il faut saluer, c'est un peu courageux, parce qu'on pourrait attendre qu'une autre équipe le fasse. Et voilà, nous, on va être les premiers navigateurs et équipes à faire une transat sur un bateau volant. Et donc, on a plein de choses à découvrir et plein de choses à apprendre. Voilà. La découverte, l'apprentissage à tous les niveaux. Mais ils sont hyper attendus, Sébastien et Thomas, sur le Gitana. Là, tout le monde les surveille, parce que c'est le dernier gros qui est sorti. Il y a aussi le Banque Populaire d'Armel Lecléage qui était mis à l'eau. Donc tout ça, je peux vous dire que la concurrence, ça observe dur, pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre vraiment, quoi. Alors je vous rappelle qu'on est bien ici sur France 3 avec un dispositif remarquable qui nous est présenté par les équipes de France 3 et France 3 Normandie pour vous faire suivre cette course comme jamais avec 15 caméras dont 4 embarquées. Et on a la chance aussi d'avoir des liaisons téléphoniques formidables puisqu'on a avec nous Armel Tripon, je crois le skipper de Réauté Chocolat. Bonjour Armel. Bonjour. Comment ça se passe Armel après le départ là? On est 30 minutes après le départ. Comment ça s'est passé cette première demi-heure? Alors super départ pour nous et l'ensemble des multicoques, ça a été très très beau là. Avec du vent, du soleil, j'imagine que vous avez eu les images en direct et là on est en route pour la Etretat pour aller chercher une bouée spectacle. Donc dans des conditions un peu variables, de temps en temps il y a du vent, de temps en temps il y en a moins, donc on est toilé pour un peu plus de vent, donc c'est un peu dur pour tous les bateaux. Et voilà, on est à la lutte avec nos concurrents et c'est plutôt sympa. Tu es où dans la flotte là?
On est juste par le travers de Arkema, et puis Fenêtre et Mix Buffet est devant en pointe, et on a les ultimes qui nous ont doublé assez facilement, rapidement. Oui, bah ça on s'en doutait un petit peu, hein, c'est sûr que... On a eu l'occasion de naviguer quelques 5 minutes devant le Gitana, voilà, ça sera la seule fois de la transat. Vous l'avez eu dans le rétroviseur pendant 5 minutes, c'est déjà bien. Bah, c'est pas mal, belle performance pour nous. Ouais, on le voit la Gitana, on le voit à l'image là, il est magnifique ce bateau quand même, hein, c'est sûr. Mais Réauté Chocolat est très beau aussi, Armel, votre bateau est très très beau aussi. C'est gentil, je vous remercie. Pas de problème. Merci de nous avoir répondu, en tout cas c'est cool, bonne course à vous, bonne bouée tout à l'heure à Étretat et puis bonne course après, merci. Alors Laurent, il faut peut-être expliquer pour ceux qui nous rejoignent et ceux même qui sont avec nous depuis le début, on dit on va virer à Étretat. Dans le chemin Le Havre-Bahia, on se demande pourquoi ils remontent à Étretat. Bah, c'est pour que les gens les voient un petit peu le long de la falaise. On voit la carte du parcours, là vous voyez, ça permet au public de suivre un petit peu le départ, de suivre un petit peu les bateaux, qui va virer effectivement chez Arsène Lupin. À Étretat à l'aiguille percée, l'aiguille creuse, et puis après hop, allez, on part direct pour le Brésil après, où ils arriveront après 4350 milles de course, je dis pas de bêtises, hein, ça fait 8000 km. Ouais, à peu près 8000 km de course, c'est assez loin. Oui, c'est d'où l'importance de la télévision, hein, et des images qui sont adressées par les skippers tout au long de la course, parce que une fois qu'ils sont partis et avant qu'ils arrivent, on les voit pas beaucoup, hein, à moins de les suivre en avion. Alors ça c'est une tendance qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais maintenant les courses à la voile, les gars ils ont des téléphones, ils envoient. On peut faire des directs avec eux en télé. Enfin bon, l'aventure. Il faut quand même y aller, quoi. Hein. Ah non, mais il faut carrément y aller. Je veux dire, tout le monde n'est pas capable de le faire. Sur un Vendée Globe, 3 mois, aller patauger dans les glaçons pendant 1 mois quasiment en dessous dans l'Antarctique. Moi, je veux bien. Il y a le téléphone à bord, il y a les images, mais enfin bon, quand même, hein, c'est une sacrée aventure quand même. Ouais, c'est très très difficile quand on est dans des vents difficiles. En fait, on a beau mettre des cirés, on met des cirés pour pas être mouillé par les vagues, mais en fait, les manœuvres sont tellement difficiles qu'on transpire. Donc en fait, on est trempé quoi qu'il arrive. Il y a 2 ans, j'avais fait un vol plané de 3 mètres dans le bateau. J'avais été sans foil. Sans foil, on était retrouvé dans le creux d'une vague là, et heureusement je me suis pas blessé. Mais voilà, on se déplace à 4 pattes. On dort peu. Dès qu'il y a une manœuvre, on la fait à 2, parce que c'est déjà pas beaucoup. Donc voilà, quand on arrive de l'autre côté, on est vraiment très fatigué. Et pour s'en persuader, il suffit de voir nos camarades qui sont sur l'eau aujourd'hui pour couvrir cet événement. On peut retrouver immédiatement Gaël qui est à l'avant de la course. Il est plus à l'avant du coup, hein. Il était à l'avant, mais il s'est fait doubler Gaël, hein, par les avions bateaux, qui lui sont passés devant, les avions de chasse qui lui sont passés devant à Gaël. Ah, ils nous sont passés devant très rapidement, effectivement, et du coup, eh bien, on s'est entre guillemets rabattu sur la classe IMOCA dont vous parliez à l'instant, notamment sur le couple vedette de cette 13e édition de la Transat. Je veux bien sûr parler de Servan Escoffier et de Louis Burton à bord de ce bateau Bureau Vallée, qui n'est autre, messieurs, que le bateau vainqueur du Vendée Globe, avec Armel Lecléache, bateau qu'ils ont racheté dès l'arrivée du Vendée Globe. Et dans cette catégorie, eh bien, c'est Paul Meillat et Gwenole Gainet qui ont pris le meilleur départ, suivi, et c'est une petite surprise, par Quito de Pavan et Yannick Bestaven. Eh ben, on les avait à l'antenne tout à l'heure, le SMA de Paul Meillat et Guénolé. Moi j'avais dit qu'ils avaient un petit coup à jouer, donc pour l'instant ça semble se confirmer. Mais la course est longue encore. Ah, et carrément. Mais Gaël, est-ce qu'on peut déjà entrevoir l'allure des bateaux, la façon de skipper sur la première étape, là, dans cette courte régate jusqu'à Étretat? Ça envoie des indications pour ceux qui regardent? Alors pour l'instant, eh bien, c'est un départ très, très calme, hein, très tranquille, notamment pour la classe IMOCA. Si vous regardez précisément, eh bien, tous les bateaux ont pris un riz, hein, c'est-à-dire que c'est un départ prudent. C'est bien évidemment pas de grand voile pour tous ces bateaux. On attend, je pense, de virer cette bouée d'Étretat. C'est quoi prendre un riz? C'est réduire la voilure, Vincent. Réduire la voilure, vu le temps évidemment. Ouais. Pas question de naviguer, de sortir toute la toile, bien évidemment. Charlie, et donc on est parti très prudemment jusqu'à la bouée d'Étretat.
Et on rentrera dans les choses sérieuses après avoir viré cette bouée. Charlie va nous expliquer Ouais, on voit bien. le petit d'Alain illustré, comment prendre un riz dans la grand voile. Je vais pas faire tout le déroulé parce que c'est assez long, mais on voit bien très bien à l'image là que la grand voile va pas tout en haut du mât. Voilà, on voit qu'il y a un bout de mât sans voile. D'accord. C'est parce que donc la voile est réduite parce qu'il y a un peu trop de vent. On abat un peu la voile On la et descend un petit en peu. même temps on voit que il y a carrément de la gîte hein, malgré les foils et il est presque couché le bateau. L'image Bureau Vallée. de Bureau Vallée 2 qui effectivement est le dernier vainqueur du Vendée Globe avec le Bangkok d'Armel Lecléache, il est super gîté quand même, hein, très penché, on va dire penché. Voilà. Ouais, il faut. Voilà, ça reste un monocoque, donc ça gîte quand même pas mal quand on est à ces allures-là. Et du côté de Jean-Baptiste Patier, est-ce que ça gîte aussi sur ta vedette, Jean-Baptiste? Bien sûr, ça gîte, Vincent. Je le dis tout de suite, Gaël, je ne l'aperçois pas du tout. Hein. Il est très très loin, mais en tout cas, il y a beaucoup de sensations ici. Alors regardez, on a derrière nous ce bateau très attendu, très regardé, l'Imeris avec Phil Sharp. Intéressant ce bateau parce que je ne vais pas vous parler de foil, de côté technologique, mais d'environnement. Parce que ce bateau, c'est la première fois qu'ils vont tenter l'aventure avec 0 émission de carbone. Peut-être apercevez-vous les panneaux solaires sur ce bateau. Prototype extraordinaire, c'est du l'antidérapant. Évidemment, parce que lors des manœuvres, il faut s'accrocher. Antidérapant, c'est unique. Également des éoliennes sur ce bateau pour avoir une énergie à base de vent. Et ils espèrent un jour développer des piles à hydrogène. C'est vraiment un bateau qui est très regardé pour le côté énergie et environnement. Il est plutôt bien placé, c'est intéressant l'Imeris parce que derrière il y a le Carac d'Alexis Loison et Louis Duc et on voit aussi Aina Avenir comme quoi les 3 classes 40 qu'on attend, il y en a d'autres aussi mais les 3 là qui sont ensemble, ils se regardent, ils se taquinent. C'est vraiment intéressant pour cette régate vers Etretat. Le Carac dont parle Jean-Baptiste, c'est le bateau des 2 Cherbourgeois effectivement, oui. Louis Duc et Alexis Loison, qui ont peut-être leur épingle à tirer du jeu dans cette classe 40. En tout cas, c'est un bateau très neuf et qui pourrait bien être sur le podium à l'arrivée à Salvador de Bahia. Oui, c'est un plan un bateau qui a été lancé cette année. À bord, il y a donc Louis Duc et Alexis Loison. Alexis Loison, c'est un figariste. On s'entraîne d'ailleurs ensemble au pôle d'excellence de Port-la-Forêt. Oui, et puis Louis Duc, lui, il est très, très au fait dans les transats, donc les deux sont hyper complémentaires. Puis ils sont de Cherbourgeois, donc Normand, donc ça ne me déplairait pas qu'ils soient sur le podium. Ah voilà. bah tiens, allez, petite guerre de clochers, bien entendu, mon cher Laurent. Alors, on parlait tout à l'heure de cette classe multi 50, qui sont on va dire les plus petits des multicoques sur cette course. On a Servan et Louis, tiens, à l'image là, sur Bureau Vallée 2, là. Le couple, ah là 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 là, qu'on laissait les enfants à grand-papa et grand-maman. Incroyable. Hein. Mais ils sont là pour ça, les grands-parents. C'est magnifique. Moi, j'adore ces histoires humaines autour de la course. Est-ce que vous avez envie de savoir, vous qui nous regardez, ce que c'est qu'un multi 50 ? Parce que, effectivement, le multicoque, il faut comprendre la différence. Regardez plutôt cette petite explication. 6 multi 50 sont engagés dans cette Jacques Vabre. Ces trimarans d'un peu plus de 15 mètres sont légers, ça leur permet d'aller très vite sur l'eau. Et ils vont être encore plus rapides cette année grâce aux foils qui font leur apparition dans la classe. Les bolides flirtent maintenant avec les 70 km/h, des performances qui ne se font pas sans risque. Les skippers doivent redoubler de vigilance. Ah, il y en a un qui connaît bien et qui est particulièrement fier de sa classe multi 50, c'est Erwan Leroux, le président de la classe multi 50. Écoutez ce qu'il nous en dit. Le fait de présenter un plateau comme ça en multi 50, voilà, pour moi c'était important parce que je suis quand même je suis président aussi de la classe multi 50. Donc voilà, elle a vraiment une saveur un peu différente, quoi. Voilà, on a réussi à avoir un bateau neuf cette année. Il y en a un deuxième qui est plus très loin de toucher l'eau. Donc voilà, la classe multi 50 elle s'est modernisée cette année et voilà, elle a vraiment une saveur particulière. Le plateau a jamais été aussi bon. Et donc voilà, gagner celle-là, elle aura vraiment forcément une saveur particulière. Laurent, qu'est-ce que c'est qu'un président de classe ? C'est le délégué de classe ? C'est un peu ça, Charlie, en fait. Hein. C'est lui qui est chargé de coordonner un peu l'évolution technique des bateaux, les règlements, de coordonner un peu les marins, les bateaux et tout ce qui tourne autour. Il y a un président pour les classes 40, par exemple, c'est Alvar Mabir. Le marin de Cherbourg qui est lui aussi en couple comme Servan et Louis, eux sur Campagne de France avec Miranda Meron, ils sont dans la vie ensemble et ils sont sur le bateau pour la course. Ouais, c'est quelqu'un qui coordonne en fait la vie des bateaux. Le représentant de la classe de chaque bateau. Tous les ans en fait les règlements
évoluent un petit peu pour soit faire progresser les bateaux. Par exemple, en multi 50, il y a les foils ont été autorisés depuis cette année. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'une classe décide. On a encore réauté Chocolat là. C'est quand même génial d'avoir les caméras embarquées. On voit les gars manœuvrer et tout. C'est magnifique. Et on avait tout à l'heure le Sodebo de Thomas Coville et Jean-Luc Nélias à l'image. On le revoit là. Ça se rapproche des falaises. On se rend pas bien compte en fait de la taille énorme de Sodebo. C'est presque dommage cette image d'hélico parce qu'on voit le bateau, mais par rapport à un multi 50, on voit pas bien la différence de taille. C'est vraiment quand on est au ras de l'eau à côté qu'on voit les gars à la barre qui sont tout petits. Ils sont tout petits alors que Thomas c'est un sacré athlète quand même. Et ces bateaux, ils sont immenses. Et moi, quand je le redis, quand je pense qu'en 2019, ils vont partir en solo autour du monde, les uns contre les autres, parce que là, Thomas, il l'a fait, mais c'était un peu contre le chrono, en fait, et qui vont repartir les uns contre les autres, en plus en se tirant la bourre les uns contre les autres. Moi, je trouve ça fantastique, vraiment. Oui, parce que ce sont des bateaux qui sont grands comme des terrains de tennis, globalement. C'est immense. Alors, là, on arrive vers la bouée, on voit l'aiguille creuse. Là, on voit Arsène Lupin, la bouée France 3 à Etretat qui marque en fait le départ vers le large. Ça y est, quoi, ils ont couvert la distance en une grosse demi-heure, quoi. Oui, en 40 minutes, là, ça fait 41 minutes qu'on est parti, donc ça va faire quoi, un peu plus de 50 minutes, Charlie? Depuis le départ, ouais, 45 minutes, ouais, c'est assez. C'est pas ils auraient pu faire ça en beaucoup plus rapidement si le vent était un petit peu mieux orienté pour ce premier bord. Au départ, oui, c'était un peu plus chaud pour eux. Là, ils ont accéléré sur la fin du parcours jusqu'à Etretat. Puis après, ils tournent à gauche et puis on redescend. Alors, on peut parler peut-être un peu de ces pièges qu'il y a. Faut éviter les cargos après on mange. Regardez ces images, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et regardez le monde qu'il y a en haut de la falaise pour venir voir les bateaux. Je croyais que c'était interdit, mais là, il n'y a pas moyen de les retenir. Ça me fait penser, moi, au départ de la route du Rhum, du Cap Fréhel, c'est pareil, quoi. Il y a une foule énorme. Et puis après, oui, donc il y a la Pointe Bretagne, voilà. On se fait le golfe de Gascogne, ce qui n'est jamais évident. Non, c'est ça, voilà, il y a une dépression. Ils vont prendre du mauvais temps, pas cette nuit, mais la nuit prochaine, la nuit de lundi à mardi. Et après, une fois qu'ils auront passé ce front, ils ont un front à passer, donc avec une bascule de vent très rapide. Et après, ils vont pouvoir descendre très très rapidement vers l'équateur. Ouais, on va en reparler dans un instant de la météo, puisqu'elle est très changeante au cours de cette course. J'aimerais quand même qu'on dise un mot de la 4e classe de cette course, qui est la classe 40. Alors, c'est en fait, on l'a dit au début de l'émission, ce sont des bateaux qui semblent petits comparés aux géants des mers qui sont dans cette course. Pourtant, ça reste de très beaux, vous voyez, de très beaux monocoques. Ouais, c'est donc des bateaux de 12 mètres qui font 4,50 m de large, qui sont très très puissants, très très rapides pour leur taille. C'est les plus rapides de leur taille, d'ailleurs, pour des bateaux de 12 mètres. On regarde ça en images, quelques mots sur le classe 40. Ce sont les plus petits, mais les plus nombreux. 16 classes 40 sont au départ de la Transat Jacques Vabre. Ces monocoques de 12 mètres, taillés pour la course au large, restent dans des budgets raisonnables, d'où leur succès. Et comme il s'agit de prototypes, ils ne cessent d'évoluer. Les voiliers les plus récents filent à 25 nœuds, soit quasiment 50 km/h. Ils vont aussi vite que les anciens voiliers du Vendée Globe. Alors, des histoires de course et des histoires humaines. Qu'est-ce qu'il est beau, ce prince de Bretagne, donc de Lionel Lemonchois et Bernard Stamm. C'est le couple de la Suisse normande, tiens, toi qui connais bien la Normandie, Vincent. Oui, le Normand et l'Helvétique. Mais ils sont tous les deux en Bretagne. Ils vivent en Bretagne. Tout des Normands exilés. Tout à fait. Alors, il est un peu ancien, prince de Bretagne. Il a moins sa chance dans cette course par rapport à Sodebo et à Gitana. Mais ils sont tellement pleins d'expérience, les deux, là. Puis ils ont tellement pas envie d'être derrière que... De toute façon, quand ils prennent le départ d'une course, c'est pour y aller, clairement. De toute façon, c'est une course, donc quand on est compétiteur, on y va pour faire le mieux possible. Et puis l'expérience, parfois, elle vient aider la performance. Quand on a l'expérience de ces deux-là, je pense que c'est une carte à jouer énorme. Je sais plus combien ils ont de transat au compteur, les deux ajoutés, là, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc, c'est plus de 15, 20, enfin, c'est entre les records, les transats, les courses, enfin bon, c'est un palmarès, c'est un CV très très conséquent pour Bernard et Lionel. Là, je dirais qu'on a beaucoup de chance de voir ces images, comme vous avez beaucoup de chance de ce dispositif qui vous est
proposé par France 3 parce qu'on a mis des caméras partout. Voilà. Hein, pour vivre la course au cœur même de cette compétition. J'ai quand même Jean-Baptiste qui, rue dans les brancards, qui est sur sa vedette. Il est un peu secoué, hein, Jean-Baptiste. On dit que tu es un peu secoué, Jean-Baptiste, mais c'est pour le bien de la course. Hein. Ouais, on est secoué, mais quoi que ça se calme un peu, j'avoue que c'est plus tranquille. Les conditions météo sont plutôt sympas. Voilà, exactement. Avec le bateau normand, là. On parlait des... Exactement, le campagne de France, c'est pour ça, on en parlait tout à l'heure avec Alvar Mabir, le président de la classe 40 et Miranda Meron à côté de lui. C'est intéressant parce qu'on est vraiment à quelques mètres, hein. Vraiment, vous avez une image très sympa. Alors, Alvar, faut le dire, il a plus de 60 ans. Sur un bateau, hein, on le dit, les classes 40, j'ai parlé avec beaucoup de skippers avant le départ de cette course sur les quais du port du Havre. Ils le disent bien, c'est un bateau qui est assez dur à manœuvrer, il faut être physiquement vraiment solide. Ça déménage, et bien voilà. Il y a des hommes qui ont plus de 60 ans et puis qui embarquent pour cette transat Jacques Vabre vers le Brésil. Donc on voit ici en tout cas très bien à la manœuvre, justement Alvar qui est ici. Et on les regarde, on les suit, ils vont vers Etretat. Et cette classe 40 qui est assez récente, hein, puisque vraiment elle a été dévoilée de Paris et l'engouement après a été... Des petits problèmes de liaison, mais c'est normal. Oui, hein. c'est normal. Donc le 147 sur la coque du Campagne de France d'Alvar des Miranda, c'est que c'est le 147e classe 40 qui est sorti en fait. C'est ça. Voilà, c'est le numéro 2. Là on a Initiative Cœur à l'antenne. On voit bien le foil qui est rentré là. Oui, on voit bien le foil, là, la moustache blanche là, avec Vinci écrit dessus. Et c'est le bateau de Tanguy Delamotte et Samantha Davis. Qu'on connaît très bien parce que il y a une belle cause derrière, faut cliquer pour sauver des enfants. Thomas Pesquet est venu les soutenir d'ailleurs. Exactement, et le président et la première dame sont passés vite fait hier soir aussi devant eux. Et Tanguy qui est depuis le début de l'histoire avec Initiative Cœur passe le relais en fait à Samantha sur cette course, et c'est Samantha ensuite qui poursuivra le projet sur le bateau avec un départ du Vendée Globe, j'imagine, en 2020 pour elle. Alors la transmission, c'est très important hein, dans la vie des marins, bien entendu, hein, entre les anciennes générations et les nouvelles. C'est le cas sûrement d'Alvar Mabir hein, qui donne tous ces trucs à son coéquipier. Et c'est le cas également de Justine Métro, puisque son papa était navigateur. Regardez un petit sujet sur Justine. La Transat Jacques Vabre, c'est vraiment une grosse course pour moi, une des courses majeures, une des courses au large majeures. Je me souviens, quand le nom, ça m'évoque vraiment des souvenirs d'entendre parler de mon père de cette course, je pense, dans les premières éditions. Et je ne pensais pas à l'époque être un jour au départ, donc c'est vraiment, c'est vraiment super de pouvoir être là quelques années après et de pouvoir participer pour la première fois à cette course. Oui, Justine qui est sur Teamwork avec Bertrand Delaine et qui est la fille donc de Jacques Métro, qui a mis tous les frères et les sœurs de Justine et elle sur des bateaux et qui les a fait naviguer. C'est un peu comme les musiciens, hein, les marins, c'est souvent des histoires de famille, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, non, mais il y a une vraie de la passion. Il y a une vraie hérédité, je pense. C'est pas mon cas pour le coup. Ah non. Alors là, pour le coup, lui, il est sorti d'une famille pas du tout de marins. Hein. Non, ça peut arriver. C'est aussi ce que je me dis quand je vois qu'il y a autant de Suisses, par exemple, dans les transats. Hein, bon, c'est le cas des Bourgnons également. Des gens qui sont vraiment nés en montagne et tout d'un coup qui se trouvent la passion de la mer. En même temps, le lac de Genève, on peut naviguer dessus et c'est vrai. Hein, les marins d'eau douce, ça peut être musclé quand même hein, à Genève. Et il y a Bernard Stam aussi, donc on voyait à l'image avec Lionel Le Monchois, qui est suisse également lui. Hein. Et il y en a un autre qui est un vieux loup de mer, enfin qui est en train de gagner ses galons, c'est Gaël. Hein. Gaël Robic, là, vu les conditions de mer, tout va bien, Gaël? Écoutez, mieux, ce serait indécent. On profite de quelques rayons de soleil bord à bord avec Tanguy Delamotte et Samantha Davis. Vous parliez des couples à l'instant, Alvar Mabir, Miranda Meron. Eh bien, Samantha Davis, elle fait vie commune, mais bateau à part avec Romain Attanasio. Romain Attanasio, que l'on a vu sur le dernier Vendée Globe et qui court également cette transat. Il est un peu plus loin derrière nous là-bas. Et Tanguy Delamotte, eh bien, lui, c'est un moment particulier puisqu'il vit sa dernière transat. Il a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. C'est donc sa dernière course et ensuite, eh bien, il y aura une passation de pouvoir. Il passera le bateau à Samantha Davis en vue du Vendée Globe 2020. Alors, il a dit le mot magique couple. Hein, il faut dire que cette compétition, à sa naissance, c'était une navigation en solitaire. Hein, c'était une course en solitaire. Et puis dès la deuxième édition, en 93, première édition, les gars sont tous seuls à bord. Voilà. Et en 95, on est en couple, c'est ça?
Donc c'est très important hein, parce qu'on ne navigue pas de la même façon à deux que seul. Je pense que évidemment il y a une entraide, il y a surtout des quarts. On prend le relais, comment ça se passe, Oui, Charlie? c'est ça. Alors, souvent, le format qui est utilisé, c'est de se relayer toutes les 2 heures. Quoi. Donc, voilà, on va dormir pendant 2 heures, pendant que l'autre est tout seul sur le pont. Donc, c'est un peu, la course en double, c'est un peu de la course en solitaire sans les inconvénients du solitaire. Quoi. Donc, s'il y a un problème, on va pouvoir le gérer à deux. C'est un peu mieux pour se reposer, on est aidé pour manœuvrer. Ou alors, pour des choses simples, si on doit monter au mât, c'est quand même beaucoup plus facile d'être aidé par quelqu'un, de monter par ses propres moyens. C'est très intéressant comme format parce qu'il y a aussi faut trouver la complémentarité avec son équipier. C'est bien important sûr, d'apporter des compétences un petit peu dans un différentes. petit espace comme celui-là, il vaut mieux bien s'entendre. Ouais, il faut bien s'entendre. Parce qu'on peut pas descendre en marche hein, pour dire non, j'arrête finalement. Ça marche pas comme ça. Non, c'est vrai. Quand on est à l'intérieur d'un IMOCA, par exemple, on a un espace de vie qui doit faire à peu près 3 mètres par 3. Donc effectivement, on passe On a envie qu'il range ses chaussettes, le copain. Avec Yann en 2015, ça se passait bien. Ouais, ça. Vous avez navigué avec Yann Eliès, il faut le dire, qui est aujourd'hui qui est sur ce bateau-là, tiens. Sur ce bateau. Voilà. On est en train de voir sur le Saint-Michel avec Jean-Pierre Dick. Qui est un type vraiment adorable, Yann. Enfin, moi, j'ai jamais navigué avec lui. Je sais pas comment il est en course, mais en tout cas, comme ça, là, il a l'air vraiment super. Ouais, il est génial. Super dispo, très calme toujours. Ouais, on s'entend très bien. J'étais son remplaçant d'ailleurs pour le Vendée Globe l'année dernière. Au cas où il lui serait arrivé quelque chose. Exactement. Ouais. Alors, on a posé la question à Thomas Coville sur le duo, sur le couple. Voilà ce qu'il nous dit. Il a compris que pour la performance, la personne la plus importante à bord, c'est plus lui, mais l'autre. Et que pour être efficace et pour être très bon et pour aller très vite, il est extrêmement attentionné, bienveillant. Et en fait, souvent, cette relation, tu l'as dans l'intimité, dans un couple à la vie. Mais c'est rare d'aller jusqu'à ce niveau d'exigence et ce niveau de perfection de relation dans la compétition, dans le sport ou dans le boulot. Il a ce mot très juste pour nous, il dit on n'est pas complémentaires ni complices, on est supplémentaires. Et voilà, c'est Jean-Luc Nélias. Ouais, alors je ne veux pas dire qu'ils ont une vie en commun avec Jean-Luc, mais c'est quand même un vieux couple, Jean-Luc et Thomas. Jean-Luc, c'était le routeur, hein, voilà. celui qui traçait les routes. Il est aux côtés de Thomas depuis des années et des années. C'est lui qui a tracé la route du record du Tour du Monde. Il était dans l'histoire, sûrement. Oui, il était pas ouais. loin. Ça fait des années qu'ils suivent, et on sent qu'il y a une super complémentarité entre deux. Et puis c'est un type, Thomas, qui est un type très attachant parce qu'il est hyper fidèle en amitié. On sait qu'il est très pote avec Jacques Gamblin, par exemple, l'acteur. Ouais. Et c'est une amitié vraiment profonde et qui date, quoi. Il est fidèle avec ses proches, Thomas. Et Jean-Luc en fait partie indéniablement, quoi. Alors, on a retrouvé des images, justement, de Dick et Elias, comme c'était le couple avec notre ami Charlie la dernière fois. On aimerait bien savoir ce qu'ils en pensent, tous les deux. Mon idée, c'est de passer le témoin du projet IMOCA à Yann. Donc, quelque part, potentiellement, je serais moins amené à faire ce genre d'épreuve. Mais par contre, c'est pas ma retraite sportive dans la voile. J'ai besoin un peu de temps pour réfléchir à quelle direction donner. Mais ma première direction, ça va être de faire en sorte que ce projet IMOCA avec Yann existe. Jean-Pierre, C'est une très vieille histoire. Oui, Jean-Pierre, c'est un type très très attachant. Il a quand même remporté 3 fois la Jacques Vabre. Hein. C'est un super marin qu'on a vu arriver dans le milieu un peu parce qu'il vient de Nice. Tout le monde disait c'est quoi les sudistes en Bretagne et Normandie. Là, il y a Quito et Jean-Pierre. On les voyait un peu débarquer, mais ouais, Jean-Pierre est débarqué. Qu'est-ce qu'il vient faire dans la voile? Et puis il a imposé son truc quand même. Et puis de belle manière. Fort belle manière, tout à fait. Alors on va retourner sur le plan d'eau large d'Étretat, retrouver Jean-Baptiste Patier, qui lui aussi a une histoire de couple à nous raconter, des belles histoires. C'est beau là l'image qu'on voit là. Ah ouais, c'est avec splendide. Initiative Cœur là. C'est beau. Ah oui. Ah ben non, il est au creux de la vague. Il est. Ah si, le voilà de retour. Il est remonté sur le sommet. Jean-Baptiste. Oui. Ouais, bien sûr, parce que sur les classes 40, il y a des belles histoires justement de couple et de grandes histoires d'amitié. On pense notamment à Esprit Scout. J'imagine que ce bateau ne vous dit pas grand-chose, l'équipage peut-être non plus. Marc Dubos et son compagnon, ils sont en ce moment d'ailleurs sur cette course bien sûr engagés. Ce sont des copains de scoutisme qui ont dit voilà, on va tenter notre première transat Jacques Vabre. Ils ont mis
un peu de temps bien sûr à avoir leur bateau, mais le budget c'est 180 000 euros, vous voyez, par rapport aux 12 millions d'euros de Gitana par exemple, et de Rothschild. Et bien voilà, avec l'histoire d'amitié comme ça, des envies, ils ont réussi à monter leur rêve, aller jusqu'à Bahia. On pense aussi, ça c'est pour les histoires amicales, et aussi le côté sportif. On pense à VNB, à Maxime Sorel et Antoine Carpentier. Ils ont fait toute la saison ensemble et là ils partent sur un bateau qu'ils connaissent bien et sur des habitudes entre eux, qui connaissent bien sûr très bien aussi, ça bouge. Et donc il y a plein d'histoires comme ça humaines, de copains et d'histoires vraiment de cœur et de passionnés. On les voit là à l'antenne, Maxime Sorel dont tu parlais à l'instant, Jean-Baptiste, là, Maxime et Antoine. Sur leur classe 40 VEB. C'est quand même fantastique cette image embarquée quand même, Charlie. Ouais, c'est ça génial. change la vie, hein. On a l'impression d'être avec eux, mais on essaie qu'on n'a pas froid. C'est pas un trio la Transat Jacques Vabre. Ils sont bien en duo, mais vous êtes quand même à bord. C'est quand même pas mal. Elle est bien cette image avec tous les smirigites qui suivent Sam et Tanguy Delamotte sur Initiative Cœur là. C'est joli ça. Et on a la chance d'avoir cette lumière changeante, cher à Eugène Boudin. Oui. Non mais c'est vrai. Là on revoit cette manche dans tout ce qu'elle a de plus beau, ces lumières changeantes, les reflets sur la mer. Regardez, c'est argenté, c'est vert, c'est jade. Ouais. C'est extraordinaire. Il y a une école de peinture, tout à fait, de l'estuaire de la Seine, de la baie de Seine. Eh bien, je crois que les skippers, ils doivent se régaler aussi de ça aujourd'hui, parce qu'il y a l'aspect course. Est-ce qu'on a le temps de profiter? Ah, pas beaucoup. En tout cas, pas au début. Je m'en doutais. Pas au début, en tout cas. Après, il y a des moments où c'est un petit peu plus calme. Mais là, on est dans la première heure de course. Là, ils n'ont pas vu le temps passer. Ça fait 1 heure qu'ils sont partis, 14h30. Là, ça fait juste 1 heure. Bon, toi, tu as dû avoir quand même des couchers ou des levées de soleil sur la baie de Seine quand tu navigues dans le coin qui doivent pas être vilains quand même. Non, c'est sûr. Ouais, c'est très très beau. Mais voilà, là, je pense la dernière, j'avais à peine eu le temps de regarder l'arche d'Étretat tellement c'était. En tout cas, nous et vous, on en profite. Voilà, grâce aux 15 caméras qui sont mises à disposition pour ce départ de la course. Alors, Laurent, on peut peut-être raconter à nouveau pour ceux qui nous rejoignent. On est parti du Havre. Il y a 1 heure. Enfin, les bateaux, nous on est là. Les bateaux sont partis du Havre. Les 4 catégories sont partis du Havre. Les premiers sont les plus gros, les ultimes, qui sont en train de virer. Là, ils sont en train de se rapprocher. Voilà, là, Étretat, hop, vous avez vu, avant de tourner à gauche. Oui, ça va moins vite que ça. Ils ne seront pas à Bahia dans 3 secondes. Mais effectivement, ils virent à la bouée France 3. Devant Étretat. Ce qui va arriver dans les minutes qui viennent. Pour l'instant, apparemment, c'est Sodebo qui est devant tout le monde. Et là, ils opèrent presque un demi-tour. Puisqu'ils ils vont mettre cap vers l'ouest, mais le vent, le vent est au nord-ouest, donc ils vont avoir ça va être ça. Le vent est pas encore très très favorable, mais quand ils vont arriver au niveau de Cherbourg, là ils vont se retrouver au vent de travers, et là ils vont vraiment accélérer. Là ils vont envoyer, comme on dit. Voilà. Regardez quelques images. Voilà. Et c'est là qu'ils tournent. Et après, faut aller virer Cherbourg, la Pointe Bretagne, le Golfe. Voilà, il y a beaucoup d'obstacles. Le poteau noir également, qui est l'équateur météorologique, comme on dit. La rencontre des alizés de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, c'est un endroit qui est vraiment pas simple à négocier. Hyper difficile à négocier parce qu'on ne sait pas vraiment quelles conditions de vent on va trouver à l'intérieur, si ça va durer longtemps, pas longtemps, sur quelle distance il s'étale en largeur, donc faut être super pointu pour bien le négocier, quoi. Je rappelle que poteau noir c'est en 3 mots. Oui. Un pot comme un pot-au-feu, comme un pot-au-feu. Pot-au-feu, poteau noir. C'est pas un poteau. Il n'y a pas un poteau au milieu de l'océan qui indique à droite c'est le chemin. Non, voilà, le poteau noir c'est le risque de ce qu'on appelle la pétole, c'est-à-dire ces zones qui sont déventées complètement. Donc, en fait, il fait très très chaud déjà. Très chaud, c'est très humide. Il y a des gros nuages, des gros grains. On sait à peu près quelle taille il fait, mais on ne sait absolument pas quelles conditions on va avoir, même sous les nuages. Des fois, on peut avoir un nuage où il n'y a que de la pluie, il n'y a pas du tout de vent. Des fois, ça peut monter jusqu'à 40 nœuds. C'est un moment qui est très stressant. On n'a qu'une hâte, c'est d'en sortir. Si vous n'avez jamais eu la curiosité de regarder un planisphère, une carte de cette partie du monde, c'est incroyable à quel point ça se resserre entre la pointe de l'Afrique et la pointe du Brésil, en quelque sorte. Tout d'un coup, l'océan se rétrécit. Relativement, relativement, c'est quand même quelques milliers de kilomètres. Il y a de la place, quand même. On voit pas le Brésil de l'Afrique quand même. Non, même par temps clair, bien entendu. Bien. Est-ce que Gaël Robic est avec nous toujours ça se rapproche du côté nettement de la bouée, de la bouée d'Étretat. Regardez ces falaises d'Étretat, cette pointe creuse, cette aiguille creuse qui est absolument magnifique, emblématique de la côte d'Albâtre, cette côte d'Albâtre, de ces falaises blanches que là pour le coup on peut apercevoir depuis Douvres, de l'autre côté, depuis l'Angleterre.
Regardez, alors on a Gaël qui est pas loin de passer devant ce site remarquable d'Étretat. Gaël ? Alors, oui, Vincent, on n'est pas loin d'Étretat, effectivement, en compagnie de Romain Attanasio et Aurélien Ducrot sur l'un des bateaux les plus anciens de la flotte, qui n'est autre que l'ex-bateau, si je ne dis pas de bêtises, de Catherine Chavot, je vous le disais. Romain Attanasio qui a conclu brillamment son premier Vendée Globe l'hiver dernier et qui envisage bien évidemment de faire de même avec ce famille Marie et Tamine Dulis qui ferme la marche de la catégorie IMOCA juste devant les classes 40 que l'on aperçoit là-bas au fond. Romain qui est donc le monsieur Sam Davis, hein, on parlait des couples tout à l'heure. Monsieur Samantha Davis. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Sam donc qui est avec Tanguy sur Initiative Cœur. Et là on voit à l'antenne un autre bateau helvétique. Il est beau. La fabrique d'Alan Roura qui a fait le Vendée Globe aussi, lui. Voilà, avec... on parlait tout à l'heure des barres de flèches, vous savez, qui tiennent le mât en fait. Oui, absolument. C'est maintenant les barres de flèches en fait, ça s'appelle des outriggers pour faire bien dans le français. C'est ces espèces de choses qui dépassent du bateau sur les côtés et qui rigidifient le mât, qui lui évitent de tomber selon les allures. Je dis pas de bêtises, Charlie. Hein. Oui, c'est ça. En fait, ça permet de baisser un peu le centre de gravité. Ça tend les haubans, on peut dire, en quelque sorte. C'est comme ça rigidifie. Là, on voit bien le. Exactement. Comme les haubans sont moins verticaux, ils vont jusqu'au bout des outriggers. On voit bien là, on voit bien l'espèce de barre grise là qui sort sur le côté du bateau. Moi, je croyais que c'était une passerelle qu'on abaissait quand on arrivait au port. Les ficelles qui tendent le mât. Je n'ai pas dit le mot interdit. J'ai bien dit ficelle. Et voilà, qui tire bien le mât. C'est vrai qu'il est beau ce bateau d'Alan. C'était le premier IMOCA d'Armel Leclerc, ce bateau-là. Alors effectivement, là on a des conditions de course magnifiques qui sont extrêmement bien filmées, idéales j'ai envie de dire. On ne peut pas oublier pour autant une idée qui est toujours en tête, c'est le risque. Le risque dans une course comme celle-ci. Alors cet événement, elle vient pimenter cette course. Quand c'est un risque mécanique, bien entendu, quand c'est un risque humain, ça nous tord les tripes au départ d'une course comme celle-là. Enfin, moi c'est mon métier, mais j'ai pas l'impression d'être une tête brûlée pour autant, quoi. Donc on s'entraîne beaucoup. Il faut mesurer vraiment cette part de risque. Il y a plusieurs risques. Il y a le risque des options aussi. Il y a le risque humain, il est forcément un petit peu présent. On va s'exposer au large dans des conditions météorologiques qu'on ne contrôle pas, bien sûr. Mais je pense que j'ai pas l'impression de jouer ma vie quand je vais au large. Sur une transat comme ça, peut-être pas. Sur une épreuve comme le Vendée Globe, je pense que quand on passe le Vendée Globe, c'est le tour du monde pour ceux qui ne connaissent pas la course. Quand on est en bas, entre le cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn, au-dessus de l'Antarctique, là, où des fois tu es à plusieurs milliers de kilomètres de toute terre, à part les copains du Vendée Globe qui sont autour de toi, les autres bateaux, il n'y a pas grand monde pour venir te chercher s'il y a un problème. Les bateaux sont passés à côté du point Nemo, le point Nemo, donc le point qui est le plus loin, le point le plus éloigné de toute côte sur toute la planète. Donc vraiment les secours sont loin à ce moment-là. Je vous rappelle quand même que nous, notre studio est installé sur le bassin Paul Vatine, et Paul Vatine, c'était un très grand marin havrais qui a disparu en mer en 99, et tout le monde s'en souvient ici évidemment. Alors Paul, il remporte la première Transat Jacques Vabre en 93, tout seul, et puis après, donc en 99, il repart sur André avec Jean Morel, et le bateau chavire, et on se souvient de ces images terribles de Marc Guillemot et Jean-Luc Mélias dont on parlait tout à l'heure, qui refait la course lui avec Thomas Coville, qui sont sur la Trinitaine, je crois bien, et qui tournent autour du groupe André qui est à l'envers en hurlant où est Polo, où est Polo, où est Polo. Polo il n'est plus là, quoi. Et vous, à vrai, Charlie, oui, c'est quelque chose qui m'a marqué, Je me rappelle très bien de cette nuit encore. À l'époque, il n'y avait pas internet, et je me rappelle, j'étais au lycée encore, et j'avais passé la nuit à écouter la radio pour avoir des informations. Parce que c'était vraiment, Paul, c'était vraiment le gars du Half-Day, quoi, on va dire. C'était vraiment le marin d'ici, quoi. On se souvient du café qui est en face des quais, près de l'école de voile là-bas. Donc quand il rentrait d'une course à 3h du mat, on ouvrait le café exprès pour qu'il puisse venir avec ses potes. C'était vraiment le Havre, quoi. C'était un vrai traumatisme pour cette ville. Pour cette ville et pour évidemment la course au large et en particulier les transats, bien entendu. Alors, ce risque, il est toujours présent, ce risque humain. On va écouter tout de suite Lalo Rouquayrol sur des histoires de bateaux à l'envers, la tête à l'envers et le bateau avec.
Sur la Transat Jacques Vabre 2013, donc on est resté effectivement 5 jours à l'envers avec Manuel Riffet qui était mon collègue à l'époque. Donc on a refait le bateau, on est reparti et puis là elle est présente donc sur ce sera sa troisième Transat Jacques Vabre. La deuxième a été aussi assez douloureuse parce qu'on a cassé la coque centrale donc, et on s'est arrêté par contre à Salvador, donc peut-être que c'était prémonitoire, je ne sais pas. Mais en tous les cas là aujourd'hui on a un bateau qui est prêt. Des bonhommes qui le sont également, donc voilà, on est plutôt dans une bonne phase avec ce trimaran. Alors moi je comprends que lorsqu'on a le risque qui est présent tout le temps, qui est un stress permanent, enfin ce risque parce qu'on est sur une corde tendue, hein, surtout avec la performance. Je comprends qu'on devienne superstitieux. On sait que les marins, ce sont des gens superstitieux parce qu'il y a une longue tradition, évidemment, on partait en mer, à l'inconnu, donc tout le monde a ses petites superstitions. J'aimerais bien justement qu'on écoute à nouveau Rouquayrol et Pella, son coéquipier, sur leur petit gris-gris, leur petite marotte à bord. Ces deux-là traverseront l'Atlantique pour la première fois ensemble. Lalou Rouquayrol et Alex Pella s'apprêtent à se couper du monde pendant une douzaine de jours. Les objets personnels ont donc leur importance. Dans leur caverne de quelques mètres carrés, chaque gramme compte. Seul le petit Bouddha de Lalou a donc été autorisé à partir. C'est la seule chose qui ne soit pas utile sur ce bateau. Le porte-bonheur d'Alex est aussi pratique, mais interdiction de le filmer. Un caleçon, confortable pour passer des heures à la barre, voilà 10 ans qu'il l'emmène partout. J'ai vécu plein de choses avec. J'ai eu plein d'expériences sur des courses, des transats, des tours du monde. J'ai même chaviré avec, je suis passé dehors sur l'eau avec et je suis toujours là et toujours envie de faire du bateau. Donc c'est un garçon que je considère qui m'a apporté bonne chance et que j'aime bien qu'il vienne avec moi partout, quoi. Je pense que le jour où il sera plus utile comme caleçon, je découperai un petit bout pour le garder toujours avec moi. Et puis il y a l'objet de secours le plus utile sans doute en cas d'urgence. Avec 9 transats Jacques Vabre à son actif, Lalou Rouquayrol en sait quelque chose. Quand je me suis retourné donc, en 2013 avec Manuel Riffet, donc on avait un bouquin, donc je lui ai lu 3 fois. On est resté 5 jours à l'envers, donc du coup voilà, ça permet de passer le temps agréablement, c'est peut-être pas forcément le mot, mais en tous les cas donc de penser à autre chose qu'au sort dans lequel on se trouve. Espérons que les deux hommes n'aient pas besoin d'ouvrir le livre en plein milieu de l'Atlantique. Et vous aurez noté que le livre, c'est un livre de la Boétie, Montaigne et la Boétie, un des grands couples, un des grands duos de la littérature française. C'est pas un hasard. Regardez cette image, mes amis, extraordinaire. On parlait de lumière tout à l'heure, Laurent. Hein. Les lumières de l'estuaire, de la Seine, magnifique. Et là, on va en faire une peinture de ce bateau à contre-jour. Oui, c'est une peinture. C'est une peinture mouvante et très grande beauté là et je dirais même pour les voileux, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est des conditions idéales pour... ça tape un peu, mais du coup on sent la compétition, on sent l'aventure déjà qui prend naissance au large d'Étretat. C'est une météo qui est assez habituelle par ici en fait. À cette époque de l'année, une traîne de nord-ouest, c'est le terme technique, ça arrive assez souvent à partir du moment où les dépressions commencent à revenir, à passer la France. Alors on a plutôt de la chance qu'il ne pleuve pas, parce que là on a du vent, certes. On a eu de la pluie cette nuit. On a eu un beau grêlon, des beaux grêlons tout à l'heure. Hein. Quelques grêlons. Il faut savoir que le mois de novembre, c'est le mois des pluies. Hein. C'est le mois le plus pluvieux ici au Havre, 88 mm en moyenne. On se dit parfois, mais pourquoi est-ce qu'ils partent toujours à la mauvaise saison, Laurent, ces grandes courses? Ils partent parce qu'ils vont chercher le soleil de l'autre côté. Tiens, un gros malin. Ils sont pas fous. C'est une réponse que m'avait faite Lionel une fois. Je lui posais la question. Je dis mais pourquoi les transats elles parlent toujours à la fin d'automne, en Europe? Il me dit parce qu'en face il fait super beau, que ce soit dans les Caraïbes ou au Brésil. Et nous on va chercher le soleil. On peut les comprendre quand on voit les images de là-bas. On peut comprendre bien sûr. Ce qui explique qu'on les quitte en ciré et qu'on les retrouve en maillot de bain. Et entre les deux, on sait pas ce qui s'est passé. Avec les tongs, ouais. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que en fait au jour, à partir du moment où ils vont descendre vers le sud, en fait on sent la température augmenter et plus ça va, plus on enlève des couches, c'est assez agréable. Regardez les images là, parce qu'on a la caméra de l'hélicoptère sur le bateau et la caméra embarquée du même bateau. C'est extraordinaire là. Max et Antoine là, Antoine Carpentier là qui revient de l'avant du bateau et Max le blond là Max Sorel, oui ça tape un peu hein, quand même. On voit bien sur le plan extérieur là, on voit l'avant là, qui plonge dans la vague et ça revient. Donc ça doit pas être super confortable. Non, c'est sûr. Après, moi, la façon dont je réagis à ça, c'est que je fais abstraction justement à toutes ces informations, à mes états d'âme. Je fais abstraction aux états d'âme, c'est-à-dire
je ne traite pas l'information du froid, de la faim, de la fatigue. S'écoute pas, voilà, quoi. je me mets un peu en pilote automatique, on va dire, et voilà, on s'écoute pas et on y va, quoi. Il y en a un qui s'écoute pas beaucoup à l'avant de la course, notre camarade Gaël Robic, qui vit les mêmes conditions que les bateaux en présence. Gaël, ça va de mieux en mieux là du côté d'Étretat, on dirait. Et les bateaux ont viré. Alors les conditions sont effectivement améliorées. Nous sommes désormais bord à bord avec la tête de flotte de la catégorie classe 40. Vous en parliez, c'est la catégorie la plus représentée de cette Transat Jacques Vabre avec 15 bateaux au départ. Et vous le voyez, eh bien, ces classes 40, vu que les conditions s'améliorent, eh bien, peuvent se permettre de naviguer grand voile haute. Il n'y a pas de riz là, pas besoin de réduire la voilure. Vincent, vous avez tout compris. Là, ça fonctionne à plein pour ces classes 40. Ah oui, ça à plein. Là, on sent qu'ils ont laissé un peu les voiles s'ouvrir, on va dire, à ces vents qui vont prendre dès qu'ils auront viré la bouée. Ah bah, tout s'améliore là. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ah, ça va reforcir après, hein. Le vent va reforcir dans la nuit là. Et après en Pointe de Bretagne, ils vont se retrouver dans des vents très très faibles. Et c'est même souvent plus stressant que les vents forts. Et après dans la nuit de lundi à mardi, enfin pour les classes 40 ça sera mardi matin, là ils vont prendre des vents très très forts de 40 nœuds. Donc des creux de 5 mètres, là ça va être le moment le moins agréable de la course. 40 nœuds, c'est 75 km/h, ouais, on va ça, dire à peu près. Exactement. C'est des bonnes rafales, ça. Voilà, oui. avec une mer formée, voilà, ça sera un moment difficile pour Et le bateau, un bateau régional, le bateau de région Normandie Junior Senior d'Olivier Cardin et Cédric Château. On en parlait tout à l'heure, avec une super grand voile, très normande dans le design, hein, avec les 2 léopards, magnifique. Les 2 léopards, voilà, du duché de Normandie. Voilà. Magnifique, effectivement, quelles belles images. Ah, je suis heureux de vivre ça avec vous, Eh ben, Laurent on est et heureux Charlie. que tu sois là, Vincent. Ah, écoute, c'est cool. je trouve ça très très émouvant et magnifique. D'ailleurs, il y a Jean-Baptiste Patier qui est sur l'eau, aussi des images magnifiques, hein. Jean-Baptiste Patier sur l'eau, c'est inédit. Comment ça va, Jean-Baptiste ? Eh bien, tout va bien, ouais. C'est vraiment magnifique, hein. On a des conditions sublimes, des lumières incroyables et vraiment une belle course qui commence. On est avec Bertrand Delaine et Justine Métro, Teamworks classe 40. On va également le suivre durant toute cette transat. Ils font partie tous les deux des favoris. Bertrand Delaine avait terminé 5e lors de la dernière Transat Jacques Vabre. Et Justine Métro, c'est sa première Transat Jacques Vabre pour la Suissesse qui a appris évidemment, comme la plupart des Suisses, à naviguer sur le lac Léman. Et justement, on parlait de sécurité. Eh bien, Bertrand Delaine est très attaché justement à parler de sécurité. D'ailleurs, on le voit ici en direct, qui s'est pris des bons paquets de mer, là, il manœuvre sur son bateau. Et justement, il nous disait juste avant le départ de la course que la particularité des classes 40, c'est justement d'être toujours sur le pont, d'être toujours dehors. D'autres bateaux ont parfois des cockpits, des cabines, eux, ils sont toujours dehors, devant les éléments. Donc il faut être très vigilant lors de toutes les manœuvres. Et d'ailleurs, là, on a un bel exemple de manœuvre en direct du Teamwork 40, qui est vraiment un des bateaux favoris de cette Transat 2017, avec Justine Métro, Bertrand Delaine, qui sont tout de suite vers Étretat dans la tête de cette course Transat, ici au large des côtes normandes. Il est au taquet, Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste, tu confirmes bien qu'il est en train de se faire carrément rincer, là. C'est la douche à l'avant de son navire. Ah bah, exactement. Exactement, c'est la douche. Là, voilà, on le voit repartir vers Justine. Il s'est pris environ 3-4 paquets de mer là, en direct. Et vraiment, il nous en parlait, hein, sur les pontons du port de Havre. Il a dit, voilà, ce sont des bateaux, il faut beaucoup s'entraîner. Physiquement, il faut être vraiment prêt à prendre tous les éléments, toujours un corps préparé et être extrêmement vigilant parce que, voilà, ils sont toujours à l'air libre. Sur leur bateau, et là on a eu un très bel exemple en direct. Qu'est-ce qu'il fait là, Charlie, en fait, Bertrand? Il est en train de préparer les voiles, c'est ça? Il est en train d'affaler, donc de ranger la voile qui est roulée. En fait, ça fait comme un boudin, elle est roulée sur elle-même, et là donc il est en train je pense de la ranger pour pouvoir. En prévision du virement de bord à la bouée. C'est ça. Voilà, c'est une voile qui est utilisée au vent de travers, ça s'appelle un génaqueur. Donc je pense qu'il est en train de la ranger, ouais. Il est en train de l'affaler. Okay. Et elle reste sur le pont après pendant la course, où il les range par un petit trou qui est à l'avant du bateau, dans la soute à voile à l'avant. Par l'avant ou par l'entrée du cockpit là. Donc elle va être rangée dans un sac saucissonné, et après elle va être déplacée. On dit qu'on matos, c'est-à-dire on va déplacer tous les poids mobiles du bateau pour faire contrepoids pour aller plus vite.
Jean-Baptiste qui est toujours sur sa vedette et qui connaît parfaitement Tiens, on a le SMA, passage là. de la bouée là. SMA, donc Paul Meillat, Guéno Alors, Gainet qui sont en train de passer la bouée là, Voilà. en ce moment même. Vous allez voir le virement de bord. Hein. Non, Et non, on il va juste retrouve- lofer. Voilà. Il va juste lofer, donc là il était au Voilà. vent de Et travers. on retrouve. Oui, on C'est superbe t'écoute. ce qu'on voit en direct là. On t'écoute absolument. C'est magnifique ce qu'on voit. Oui, donc, ouais, c'est magnifique ce qu'on voit en direct. Et puis Bertrand Delaine, quand même, c'est un habitué des grandes courses. Il connaît la route du Rhum, Bertrand. C'est vraiment un skipper sur ces classes 40 qui connaît bien. Et on le rappelle que les classes 40 sont des bateaux qui vont souvent sur la route du Rhum depuis 2006. Pour ces classes 40 qui représentaient près d'un tiers des effectifs. Ils sont très nombreux sur les courses parce qu'ils permettent vraiment de prendre beaucoup de plaisir. Et puis des professionnels, des amateurs tous ensemble qui peuvent faire des grandes courses. Et Bertrand Delaine, là, qu'on a vu en direct manœuvrer, eh bien lui, il connaît bien ça. C'est pas mal l'image là, quand même, avec le petit soleil qui Splendide, regarde. rallume les couleurs des falaises là. Absolument. C'est pas vilain. Hein. Qui teinte légèrement les falaises, si blanches d'habitude, et là qui sont légèrement dorées. Et là on a les 3 IMOCA donc à l'antenne, Bureau Vallée 2, Initiative Cœur, et puis derrière New Rest, Brioche Pasquier de Fabrice Amedeo et Giancarlo Pedotte. Qui s'était bien placé sur le Fabrice Vendée. qui termine 11e du dernier Vendée et qui termine 6e du classement des IMOCA mondial pour l'année 2017, ce qui est quand même pas mal pour un type qui est journaliste au départ au oui, Figaro, quoi, hein. et qui a pris On est un congé du Figaro pour faire le Vendée Globe, puis pour commencer à naviguer. Il y a une longue histoire entre le Figaro et la voile. Ouais, c'est sûr. On peut c'est dire. sûr. Charlie il pourra nous en parler pendant des heures du Figaro, et on pourra parler de son avenir aussi. Ça serait sympa parce que lui, il va essayer de quitter quand même la classe Figaro pour faire le Vendée Globe en 2020. Donc il est à l'affût dessous là. Et l'appel est lancé. C'est ça, exactement. L'appel aux sponsors potentiels pour Charlie Dalin pour le Vendée Globe 2020 est lancé. Ouais, tout à fait. Oui, ça coûte cher, bien entendu. bah oui. On en parlera dans une seconde. Mais priorité au direct, puisque Gaël Robic est toujours à l'avant de la course sur sa vedette qui fend les flots. Gaël. À l'avant de la course des classes 40 uniquement, parce que oui, devant, bah, ils sont déjà bien loin. plus loin. Ils ont passé les trottas. Donc vous voyez, on est bord à bord donc avec les premiers bateaux de cette classe 40. Et vous parliez voile à l'instant, et bien du côté des ultimes, il faut savoir que par exemple sur Gitana 17, il n'embarque que 5 voiles qui ne sont pas rangées dans la coque, bien évidemment, qui sont posées sur à même les tropolines, 5 voiles. Et il faut savoir que chaque voile pèse en moyenne entre 150 et 200 kg. Vous comprendrez que pour les manœuvres, il vaut mieux les avoir à portée de main. Et quand elles sont mouillées, ça doit être pire encore. C'est ça. Ouais, puis il vaut mieux être deux pour Oui, faire c'est les encore manœuvres. plus lourd, du coup. évidemment. Est-ce que JB est toujours avec nous, Jean-Baptiste Patier, aux côtés de ces classes 40? Oui, bien sûr. Jean-Baptiste, on parlait tout à l'heure de sûr, cette regardez. classe qui est ouverte aux amateurs experts. Ça coûte cher, un classe 40, Jean-Baptiste? Ah bah écoutez, ça coûte cher, je vais vous dire. En moyenne, c'est 560 000 euros, un peu plus de 500 000 euros, un bateau neuf et très équipé, 600 000 euros. Mais on peut acheter un bateau à 180 000 euros comme ces deux grands copains amateurs d'Esprit Scout. Donc vous voyez, on est sur des budgets, on va dire, autour des 150 000 jusqu'à du 600 000 euros. On est bien loin des 12 millions d'euros des ultimes qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile pour autant d'avoir un bateau et de s'engager dans une course? Eh bien, pas forcément, parce que la visibilité est peut-être parfois un peu moindre sur certaines courses. Mais là, en tout cas, on les voit bien, on est vraiment en direct. D'ailleurs, je voudrais qu'on regarde tout de suite manœuvrer Maxime Sorel sur le VNB. On le voit également là, c'est un bateau qu'on va suivre également durant cette transat. Maxime Sorel, Antoine Carpentier, on est juste à côté d'eux. Ils sont également On les a en caméra embarquée aussi, Jean-Baptiste. Ils sont accélérés là, ils sont en vent de travers là. D'accord. Et ben on les voit très très bien là en ce moment. Ils sont également en tête de ces premières minutes de cette course des classes 40. Et là également on a un duo donc, qui se connaît très très bien. Ils se connaissent très bien parce qu'ils ont fait vraiment toute la saison ensemble. Le bateau aussi, ils le connaissent bien. Et c'est donc un équipage qu'il faudra suivre de très près pour ces classes 40.
En fait, Charlie, le truc, c'est que plus on navigue, mieux ça navigue, quoi. Et l'entraînement, il est hyper important pour acquérir des automatismes. C'est un peu comme un sport collectif, quoi. Il faut trouver les automatismes entre les deux, et plus on le fait, mieux ça marche. C'est ça. Moi, je m'entraîne au pôle Finistère course au large et on navigue toute l'année. La vallée des fous, là-bas, en Finistère. Et pour être performant aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Il faut beaucoup passer de temps sur l'eau. Il faut aussi s'entraîner physiquement. Voilà, c'est un sport, c'est très complet. Oui, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a du temps sur l'eau, mais il y a aussi du temps à courir les sponsors. Lorsqu'on est un skipper, il faut aller chercher les partenariats. Ça coûte très cher, évidemment. Et ça coûte très cher, mais pas si cher que ça, si on compare à d'autres sports comme le cyclisme ou le foot, bien sûr. Mais non, au final, je pense que les sponsors de la voile s'y retrouvent. C'est pour ça qu'il y en a. Et voilà, c'est un sport magnifique et qui véhicule de très belles valeurs. Et des images incroyables, voilà, qui resteront évidemment gravées dans l'esprit. D'ailleurs, une fois que l'on va rendre l'antenne d'ici quelques minutes, mon cher Laurent, cette course... Gilles Lamire est là juste qui vire la bouée là. Ah oui. La French Tech Rennes Saint-Malo, je vous dis pas d'où il est lui parce que c'est écrit sur la coque, vous aurez compris. Voilà. Oui, je disais, Voilà. évidemment, on va continuer à les suivre à travers les différentes éditions d'information de France 3, de France 3 Normandie, j'imagine. Toi, tu seras aux premières loges. Ah bah oui, ça on va les suivre. France 3 Normandie, France 3 Rennes, j'imagine. Et France 3 Nationale, bien entendu. Dans les émissions de sport, mais aussi dans les éditions Gaël, de il va nous en l'information. parler dans TLS aussi, j'imagine. Donc voilà, on va suivre, bien sûr. C'est mouvementé. Oui, ça bouge bien quand même. Dis donc, ça se creuse. C'est beau de les voir tourner. Oui, les conditions de mer sont extrêmement difficiles. Ouais, c'est une mer typique de la Manche. La mer se forme sur pas très longtemps, donc les vagues sont très très rapprochées. Il y a le train là, on voit bien. Là, il y a les wagons qui sont accrochés là, l'un derrière l'autre. Et ça monte doucement vers la bouée du côté des IMOCA. C'est ça, donc ils vont lofer, comme on dit, ils vont tourner la barre pour tourner donc vers leur tribord pour essayer pour gagner dans l'ouest pour sortir de la Manche. Oh, joli ralenti contre jour, il y a tout là. Charlie. Anthony Forestier, quel talent dans le quart, vraiment, pour nous réaliser tout ça. Les images sont glorieuses. Voilà. Pourquoi ce petit train de bateau? Est-ce que c'est classique ça de se mettre à la queue leu? Oui, en fait, ils arrivent donc d'Antifer. Il y avait une bouée à respecter à Antifer. Et donc ils vont vers la bouée France 3. Et donc c'est un bord de vent de travers, donc il n'y a pas vraiment d'option à prendre. Un bord, c'est quoi un bord? Un bord, c'est une section, un trajet, de parcours, on va dire. Donc là, ils sont. Voilà, donc en fait, il n'y a pas vraiment d'options à faire. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent un peu les uns derrière les autres. Après, le chemin le plus court d'une bouée à l'autre. Donc ils prennent tous le même. Exactement. Sur une section courte comme ça, il y a peu d'options à prendre. Par contre, dès qu'ils vont prendre le large, là, on va sûrement voir la flotte s'écarter un petit peu et chacun va choisir sa trajectoire. Oui, et les trajectoires sont pas les mêmes pour tout le monde, c'est clair. Et les bateaux, les foilers, ceux avec foil, ont des trajectoires à suivre. Les bateaux sans foil, comme le SMA de Paul Mella de Guénaud qu'on voyait tout à l'heure. Ils peuvent peut-être plus faire du cap, donc tenir plus la route directe. Et c'est peut-être là qu'ils ont leur épingle à tirer du jeu par rapport aux bateaux à foil. Et puis il y a les classes 40 aussi, comme le Carac d'Alexis Loison et Louis Duc. Aïna, un bateau qui a été baptisé par Laurent Voulzy pendant la semaine. Un bateau tout neuf. Ouais. Donc ça, c'est des bateaux qui auront aussi une trajectoire un peu différente. Enfin, tout le monde a sa course à faire et c'est ça qui est passionnant, tactiquement, stratégiquement, humainement. Il n'y a que des belles histoires dans cette course, quoi. Une fois qu'ils auront viré, très très jolie manœuvre là à l'image. Le Génac traîne un petit peu dans l'eau là, il faut le ramasser. Vous savez Alexis et Louis, il faut me ranger la chambre là, ça va pas du tout ça. Voilà, et ils se tirent le bateau des bords, de Fabrice Amedeo et Giancarlo Pedotte là, dont on parlait tout à l'heure, et Fabrice donc a un nouveau bateau qui l'attend dans un hangar et qui l'aura pour le Vendée Globe 2020 déjà, qui a écrit un super bouquin sur son Vendée Globe. Fabrice, qui a une très belle plume, un bouquin passionnant vraiment. C'est son métier. J'arrête pas d'en faire la pub, mais je l'ai lu en 2 jours et il est vraiment super ce livre, quoi. Ouais, évidemment, vous pourrez rêver de ces courses au large en retrouvant les ouvrages qui y sont consacrés et les émissions qui sont consacrées. Quito de Pavon a sorti un livre aussi. Ah oui, cette année? Ouais, après son Vendée Globe. Là. Après le Vendée Globe. Les amis, une fois qu'on aura viré cette bouée, une fois que le dernier aura viré la bouée, c'est direction Bahia tout droit, n'est-ce pas? Et là, on fait un peu quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a plus compliqué que tout droit. C'est tout droit pour nous qui rêvons un petit peu de loin à cette course, bien entendu. On est vraiment là sur
la route historique. Alors cette course, elle s'appelait la route du café au avant départ. de s'appeler la Transat Jacques Vabre. Et cette route du café, eh bien, elle fait référence. Et c'est pas innocent que ça se passe au Havre après le 500e anniversaire de la création de la ville par François Ier. Il y a 500 ans, c'était des routes commerciales. Le café, c'est un petit peu plus tard, c'est au XVIIe, mais au XVIe siècle déjà, on commençait à rapporter du cuir, du sucre, et ensuite le chocolat, le cacao en tout cas, différentes substances d'Amérique, puisque l'Amérique avait été découverte juste avant. C'est ce qu'on reproduit lorsqu'on. Est-ce qu'ils en ont conscience, ça, les skippers, de s'inscrire dans la tradition de ces grands navigateurs en allant vers Bahia? Ce qu'on peut se dire, c'est comment est-ce qu'ils faisaient à l'époque, parce que c'est des traversées très 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 lentes sur des bateaux vraiment pas performants. Des caravelles. Ça vraiment. Moi, je me souviens très bien d'une course qui s'appelait la Route de l'Or, il y a eu qu'une édition entre New York et San Francisco, en passant par le Cap Horn, donc dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Et c'était la route des gens qui partaient chercher de l'or en Californie, là-bas, dans le Klondike, et la route des Clippers aussi. Et je me souviens très bien être allé là-bas pour faire des reportages sur cette course. Avec Christophe Auguin, un navigateur normand qui a gagné quand même 3 tours du monde, 2 avec escale et puis le Vendée Globe sans escale. Et Christophe, on l'avait interviewé, il y a un bassin à New York où il y a des anciens clippers qui sont posés là, des bateaux de la route de l'or traditionnels, vintage on va dire, les anciens. Et il était interviewé devant ces bateaux, il disait on va faire la même route qu'eux quand même. Je me souviens qu'il y avait une vraie émotion pour lui de repartir sur cette route historique et commerciale à l'époque évidemment. Et c'est un peu le cas pour la route du café, pour la route du Rhum, pour toutes ces courses transatlantiques. Bien, si vous nous avez rejoint en cours d'émission, on vit ensemble le départ de cette Transat Jacques Vabre, le départ qui s'est déroulé il y a un petit peu plus d'une heure maintenant, et les derniers bateaux vont virer. On part du Havre, nous sommes au Havre, on part du Havre, on va à Étretat, qui se trouve à, on va dire, à une quarantaine de kilomètres. Une trentaine de kilomètres. Voilà, c'est ça, trentaine de kilomètres. On vire, et après, direction le sud. Enfin, en tout cas, l'ouest d'abord, tourner autour de la pointe de la Bretagne, et ensuite... et après, route cap ils vont gagner dans l'ouest d'abord, à la pointe de Bretagne, pour aller chercher un système météo, et après, ils vont aller vers le sud. Mais voilà. Les heures qui viennent, c'est vrai que c'est pas les plus simples, parce qu'on va se retrouver dans le dispositif du rail des Casquets, là, les cargos qui montent vers c'est une autoroute de cargo. Vers l'Europe du Nord, et puis ceux qui en descendent aussi, donc c'est toujours dangereux. Puis il y a du trafic en transversal avec les ferries qui vont vers la Grande-Bretagne, donc c'est vraiment... Il faut rester très vigilant. Heureusement, maintenant, il y a des systèmes de reconnaissance des bateaux, les fameux AIS, qui nous disent quel bateau est à tel endroit avec son nom, son cap, sa vitesse, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Mais ça reste quand même un peu compliqué, évidemment. Et on va devoir bientôt se quitter et laisser les marins nous abandonner pour ces belles aventures. Retrouvons une dernière fois Gaël Robic, notre camarade qui est à l'avant des classes 40 du côté d'Étretat. Gaël. Oui, en compagnie de Louis Duc et d'Alexis Loison, dont vous parliez sur le dernier né de la flotte des classes 40 qui est dans le bon paquet de tête là avant la bouée d'Étretat. Et vous parliez du Brésil à l'instant, eh bien sans vouloir s'avancer, on peut d'ores et déjà quasiment annoncer que le record devrait très certainement être battu, le record de l'épreuve, record fixé en 2007 par Franck Camas et Steve Ravussin. Ils avaient mis un peu plus de 10 jours pour allier le Brésil et Bahia. Et là, eh bien, on table d'ores et déjà sur un peu plus de 8 jours seulement pour les ultimes. On va gagner 2 jours, c'est à peu près sûr, cher Gaël? Ce qui est à peu près sûr, Vincent, c'est qu'on devrait travailler dimanche prochain également. Voilà, voilà l'histoire, effectivement. Ça va quand même super vite maintenant. C'est impressionnant quand même les vitesses. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que voilà, ce soir, nous, on va dîner, après on va se coucher, alors que eux, la course ne s'arrêtera. Il y aura absolument aucune pause. Donc depuis maintenant. Mais ils sont deux. Mais ils sont deux. 1h30, ils sont deux, et jusqu'à l'arrivée, La course ne s'arrête pas la nuit. Il faut continuer à régler le bateau, continuer à barrer, continuer à régler les voiles. Alors là, juste, on voyait à l'antenne, juste un petit mot, 10 secondes, c'est dévoilez-vous, le bateau de Morgan-la-Gravière, le Réunionnais, qui est le pays du rougail saucisse. J'ai gagné mon pari, il fallait que je dise rougail saucisse à l'antenne, donc c'est fait, voilà. Le rougail saucisse. On aurait pu parler nourriture. C'est sûr. Quand est-ce que tu reviens en Normandie donc avec Midi en France à partir du 13 là. À partir du 13 novembre, on va être à Caen. Dans la belle ville de Caen, et effectivement avec Jean-Baptiste Patier qui pour l'instant n'est pas à Caen avec nous. Il se reposera à Midi en France en notre compagnie, mais pour l'instant il est encore sur sa vedette à l'avant, enfin maintenant à l'arrière de la course.
mais en tout cas, du avec côté le des bateau trottards. normand, la belle voile d'Olivier et Cédric derrière lui. Et bien voilà exactement Laurent, je savais que ça allait vous faire plaisir à tous avec Olivier Cardin et Cédric Château avec nous. Voilà ce beau classe 40 de la région Normandie, une belle image pour tous ces skippers qui quittent la Normandie vers le Brésil. Un mot quand même sur Olivier Cardin qui lui a passé 2 ans avec sa petite famille entre la métropole française et les Antilles et la Nouvelle-Calédonie. Et bien voilà, aujourd'hui il va vers le Brésil avec son copain Cédric Château qui est à Vraie et qui réalise son rêve. Et bien voilà, bye bye la Normandie avec ces 2 skippers de Normandie sur cette classe 40. Un beau clin d'œil avec ces belles conditions météo. Ah là là, quelles belles images. Évidemment, on les oublie un petit peu. Moi, je vous demande de ne pas les oublier. Voilà, pendant les 10 jours, 15 jours et 3 semaines peut-être pour les classes 40. Ne les oubliez pas. Allez voir de temps en temps sur votre ordinateur ou évidemment sur France 3 où ils en sont. Suivez les éditions. Parce que je pense que se sentir soutenu par les gens à terre, c'est très important. Même si on n'a pas de témoignage, on sent qu'il y a un engouement. Et lorsqu'on arrive, parfois les marins vous disent à l'arrivée, je m'étais pas rendu compte que j'étais autant suivi, autant suivi par les téléspectateurs et les spectateurs. On voit bien Louis et Alexis là en gros plan sur leur bateau là, ça mouille bien. On voit bien les cheveux de Louis là. De toute façon, on a vu les paquets c'est bien de verre collé, tout à l'heure, hein, ouais, Laurent. carrément. Alors là, il reste le temps en tout cas de remercier notre duo, parce que nous aussi on a un duo de skippers, Gaël Robic et Jean-Baptiste Patier qui étaient sur des vedettes et qui ont suivi au plus près le début de cette course du côté des Tretas avec plein de monde sur les falaises. Ça c'était vraiment extraordinaire. Alors à Sainte-Adresse ici aussi, au-dessus du Havre, bien entendu. Tout le monde s'est groupé au bord du. On voit bien les gens là sur la falaise. C'est splendide. Les petites fourmis là qui sont posées sur la falaise, c'est génial. Eh oui, il faut dire que c'est un spectacle absolument inouï, voilà, qu'on vous a proposé pendant cette heure et demie qu'on a passé ensemble. On se sent un petit peu dépossédé lorsque les marins sont partis. Bah ça y est, c'est parti triste. quoi. Ouais, Voilà, et puis on les voit plus. Il faut qu'ils vivent leur aventure aussi, donc voilà, c'est parti, c'est parti. Et voilà, encore quelques belles images du large. Puisqu'on a des caméras embarquées dans des hélicoptères et aussi ce qu'on appelle une longue focale, ce qui nous permet de voir de très loin les bateaux et on les accompagne. Quand on les reverra, ça sera de l'autre côté maintenant. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, qu'on les revoie pas en métropole le plus vite possible. Ça voudrait dire qu'il y a eu de la casse et qu'ils sont rentrés. Donc on espère qu'on les reverra de l'autre côté, ouais, bien sûr. Il me reste à remercier Charlie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés comme skipper expert. On souhaite de trouver un budget pour le Vendée Globe 2020 Merci. ou des budgets, mais en tout cas de mener ton projet à bien et qu'on te verra au Sable d'Olonne au départ en 2020. Merci Laurent également de m'avoir accueilli ici en Normandie. C'était un plaisir, pour vraiment. ce départ absolument somptueux, j'ai envie de le dire. Merci à